Et j'étais avec un pote et on voulait acheter des bonbons à l'époque et je devais avoir 11 ans. On va prendre les livres, on va les donner, on va les faire payer aux gens. Et il y a des gens qui donnaient parce qu'en fait ils trouvaient ça juste trop mignon. Juste avant la naissance de ma fille, j'apprends que j'ai un cancer du sang. J'étais au stade 4 et en fait ça m'a fait réaliser pas mal de choses sur qui je suis et sur l'environnement. Bon, merci Eddy. Je vais pas te dire bonjour, etc. Comme je vais pas faire semblant qu'on se revoit maintenant. On va passer 1 heure ensemble. Ah ouais, tu peux me dire aloha. Aloha. Salut Amaury. Merci Eddy d'être là. Bon, le nom du podcast c'est Père Castor. Raconte-nous ton histoire. Ouais. Et l'idée c'est de remonter à ton premier souvenir, soit d'entrepreneur, soit d'investisseur, et de remonter le fleuve ou la rivière de ta vie. Et schématiquement, c'est moi le castor aujourd'hui, et toi tu es Père Castor. Et donc en tant que castor, je vais mettre des barrages qui vont être les questions que je vais te poser tout au long de ta vie. Mais avant qu'on vienne à ce premier souvenir, est-ce que tu veux bien, comme la question que tu m'as posée tout à l'heure, te présenter en 1 minute, allez je t'en laisse 2 si tu veux, sur ce que tu fais aujourd'hui, parce que j'ai d'ailleurs découvert pas plus tard qu'aujourd'hui que tu avais un showroom, je savais pas. Mais je suis curieux de savoir l'ensemble de tout ce que fait Eddy Aloha aujourd'hui. Et d'ailleurs, peut-être est-ce qu'on peut donner, parce que c'est pas ton nom de famille, et ça j'ai appris il y a pas longtemps. Non, mon nom de famille c'est Bois dur, comme du bois qui est dur. Et d'ailleurs, c'est souvent la réaction qu'il y a. Donc il y a peut-être un rapport avec le barrage, tu vois. C'est pas possible. Tu vois, Castor, Bois dur. Tiens, on verra si t'auras les dents assez longues. Eddy Bois dur, mais là où c'est. Et ça, c'est avant que tu te présentes, quand même, je tiens à le dire parce que je l'ai dit dans ton podcast, mais probablement les gens qui écoutent ici peut-être l'auront pas vu, donc je leur précise. Ce qui est intéressant dans ce que tu fais, c'est que je trouve, et c'est intelligent, tu portes ton branding et il y en a peu qui le font. Ouais. C'est-à-dire que, tu te présentes, tu dis Eddy Aloha, alors que c'est même pas ton nom de famille, mais du coup, la marque, elle reste en tête. Et en plus, on se dit, putain, Aloha, c'est marrant comme nom de famille, ça. Et 2, tu portes les t-shirts. Donc, le t-shirt qu'il a à la caméra, si vous regardez en vidéo, c'est le branding de ta marque. Et 3, et là on l'a pas parce que c'est le podcast, mais nous dans le podcast qu'on a fait, t'avais, je sais plus comment ça s'appelle. Un kakemono, merci. Un grand kakemono en plus, il faisait toute la largeur. Ouais, exactement. Là il y a ta casquette, Eddy Aloha, je crois. Donc non, tu pousses le branding. Et comme je te disais tout à l'heure, le seul que j'ai vu autour de nous dans notre écosystème, outre les grosses sociétés, etc., ou les boîtes de la tech, c'est Mohamed Bouclé qui le fait énormément avec un t-shirt, je suis illimité, etc. Et donc comme je te disais tout à l'heure, je voulais le faire. Et donc, je te fais de la petite pub au passage parce que tu fais ça aussi. Exactement. Eddy s'occupe de faire des t-shirts, des pulls, etc. Et en plus, à des prix qui défient toute concurrence. Donc, si vous voulez faire des t-shirts un peu cool, brandés à votre marque ou pour votre groupe de copains. Eddy a été pris imbattable, mais bon, je suis sur pas mal de chantiers en même temps, mais ouais, ça fait partie d'un de mes business. Et ben vas-y, on t'écoute. Pour en revenir à moi, donc moi je suis Eddy, j'ai 37 ans aujourd'hui, je suis un pur parigo, j'habite à Paris depuis 37 ans, je suis né là, j'ai vécu toute ma vie, je suis né dans le 15e, j'ai grandi dans le 19e et aujourd'hui je vis dans le 12e. Bon, il y a eu plein d'autres choses dans ma vie, j'ai été amené à bouger, mais voilà, je suis ce qu'on appelle le pur parigo et j'ai toujours voulu être un peu le parigo cool, tu vois, pour un peu changer de la caricature du Parisien. Moi, alors comment je me décris, la première chose que je dis en général, c'est que je suis d'abord avant tout un bon vivant. Voilà, je suis un bon vivant. J'aime vivre, j'adore ça depuis mes 37 ans du coup. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Non, je me définis comme bon vivant puisque j'essaye de croquer avant tout la vie à pleines dents, que ce soit sur mon côté pro ou sur mon côté perso. Donc voilà, je suis marié, je suis le papa d'une petite fille également, et j'entreprends depuis maintenant 8 ans. Dans un premier temps, une première partie de ma vie a été beaucoup liée à l'immobilier, donc à l'investissement et également professionnellement parlant, puisque j'étais agent immobilier. J'ai fini agent immobilier pendant 6 ans. Avant ça, j'avais fait plein d'expériences. On pourra peut-être... on va revenir avec l'immobilier, c'est ce qui m'a amené une grosse expertise. Et puis, j'ai eu une petite crise d'adolescence professionnelle il y a 2 ans. Et il y avait un truc que j'ai toujours su bien faire. C'était organiser des événements, tout d'abord pour les amis, la famille. Et puis, voyant que les événements qui se faisaient sur Paris étaient pas terribles, je me suis dit, attends, je pourrais peut-être mettre ma petite patte et avant tout faire kiffer ma ville.
Donc voilà, je suis investisseur, entrepreneur et voilà, j'ai d'autres business qui sont notamment l'ouverture d'un showroom dernièrement que j'ai fait dans le Marais, voilà, qui est situé au 12 rue Comines, on en parlera. Concrètement, c'est quoi? T'as une pièce qui fait 20-30 mètres carrés J'ai 77 mètres carrés. J'ai Ok. 77 mètres carrés dans le Marais, 50 mètres carrés d'exposition et l'idée c'est que les créateurs aient une place pour exposer leur lieu. Pour la faire très concrètement, c'est du Airbnb pour créateurs. Voilà. Ok. Voilà. Donc, Depuis quand? J'ai ouvert ça en début septembre. Ah oui, c'est récent. Ok. Début septembre, c'est Et là, tout. t'as déjà, on peut dire ou pas les gens qui viennent Demain, j'ai 2 gros rappeurs qui viennent faire une séance de dédicace et vendre. Vraiment des très gros rappeurs, puisque Ouais. même moi qui connais pas l'arabe, je les connais. Donc, demain, voilà. Donc l'idée c'est d'avoir trouvé un lieu stratégique dans lequel les gens pourraient et le lieu le plus neutre possible pour que chacun puisse y mettre son identité. tu loues à la journée? À la journée, à la semaine, au mois, voilà. Et là, c'est assez full. Tu remplis comment avec Airbnb? Alors là, c'est le bouche-oreille début. Ouais, il y a des périodes creuses, il y a des périodes, c'est un peu comme dans le Airbnb, il y a des périodes creuses, il y a des périodes hautes, et voilà. Donc ça se loue. Voilà, je sais pas si on veut. C'est quoi les objectifs chiffrés? En gros, si tu peux nous les donner, tu loues ça combien? Tu l'as acheté? Tu fais quoi? Objectif. Alors moi, je suis. Alors là, pour le coup, je suis uniquement. J'ai racheté un bail en fait. Je suis pas propriétaire des lieux. J'ai racheté un bail à une ancienne opticienne, mais dans un lieu stratégique dans le Marais. C'était surtout ça qu'il me fallait, puisque dans ce business-là, le emplacement, Ouais, il faut même le mettre 10 fois, parce qu'en fait, c'est l'emplacement qui fait tout. Et je rachète un bail, j'ai un loyer à payer à un propriétaire, et derrière, c'est à moi de rentabiliser ce loyer, tout simplement. Et tu prévois de louer ça combien? Toi, du coup, tu sous-loues, en fait, en quelque sorte? Ouais. En gros, on va parler chiffres, hein, pas de souci. Moi, en toute charge comprise, ça me coûte à peu près 5 000 € par mois. Ah oui, quand même, ok. Ouais, et l'idée, c'est de faire plus que 5 000 €, idéalement, dans les hautes périodes, type Fashion Week. L'idée, c'est d'avoir jusqu'à 20 000 € par mois. Ouais. Ok, ah oui, donc sur une Je vise période... beaucoup, ouais, exactement. L'idée, pour mettre en place toute la stratégie. Je pensais pas parler de ça en premier, mais c'est intéressant. C'est qu'en gros, dans le business model, toutes les 4 Fashion Week qu'il y a à Paris. Ah, il y en a 4 par an? Ouais, il y en a 4. Sérieux, je savais pas. T'as 2 hommes, 2 femmes, et t'as printemps-été et automne-hiver. Donc voilà. D'accord. Donc c'est que ça soit que ces 4 Fashion Week. C'est 4 mois différents ou c'est... Ouais, c'est 4 périodes différentes. Ouais, t'as septembre, t'as janvier. C'est quand la plus grande? Parce qu'il y en a une. Non, t'en as chacune a sa propre identité en fait. Ah ouais? T'as 4 Fashion Week à Paris. Chacune a son Putain, identité. je savais pas du tout ça. Et ouais. Ok. Et Donc t'as prévu de faire au moins 80 000 à l'année, sinon beaucoup plus. Ah ouais, alors l'idée sur le business plan, ce serait que les 4 Fashion Week me payent mon loyer à l'année et que tout le reste, c'est du gras que je... Après oui, j'ai Des events? Tu vas peut-être organiser des petits événements, événements, des petits événements. En fait, l'idée, c'est que chacun... Peu importe ce que tu as envie de créer comme événement, tu as une place bien située à Paris dans laquelle tu puisses le faire. Voilà. Ok. Tout simplement. Donc, ça, c'est... Donc t'as ça, t'es investisseur IMO. Ouais, j'ai commencé... On peut avoir des chiffres ou pas sur l'ensemble de tes business aujourd'hui? Ouais, bien sûr. Alors moi, j'ai commencé l'immobilier, je m'y suis mis en 2014. D'abord, c'était pour acheter une résidence principale, puisque j'ai eu qu'un seul CDI dans ma vie et j'en ai profité à l'époque pour lever. Donc c'était un 2 pièces au Bourget que j'ai acheté à l'époque. C'était une pure RP. Et puis, vu que je voyageais énormément, je me suis dit, pourquoi pas le mettre en Airbnb pendant que je suis pas là. Ça marche au Bourget? Alors, justement, c'est que... Non, mais c'est intéressant, parce que c'est quoi? C'est des pilotes? C'est qui loue? Alors, je vais décrire. D'abord, je t'explique rapidement l'histoire. C'est que, en fait, je devais partir 3 semaines en Asie. Et je me dis, tu sais quoi, si ça peut me rembourser un peu de mon crédit, let's go. Hein. Ouais. Je mets l'annonce, et vraiment, dans le quart d'heure, j'ai la période qui est réservée. Les 3 semaines? Les 3 semaines qui est réservée. Dans le quart d'heure. Vraiment, mais genre... carrément, j'ai vraiment checké 10 000 fois, même avant que le voyageur vienne. Je me suis dit, attends, mais c'est pas possible, j'y croyais pas. Tu t'es dit, j'ai pas mis assez cher déjà. Ouais, moi, j'avais pas. À l'époque, ça devait pas être énorme, ça devait être 60, 70 balles par mois, voilà, un truc dans le genre. Par nuit, ouais, par nuit. En plus, j'avais ma PlayStation. C'était chez moi, donc t'avais ma Play, t'avais vraiment. Tu vois, c'était chez moi, tu vois. Et voilà. Et puis là, j'ai vu qu'il y avait quand même une petite manne financière. Ouais. Et
pourquoi le Bourget, c'était vraiment, j'ai pas acheté spécifiquement là-bas pour mettre sur du Airbnb, mais ce qui s'est passé, c'est que en fait, j'ai su, moi-même qui habitais au Bourget, je ne savais pas, il y a énormément de salons qui se font au centre des expositions du Bourget. Ouais, ça me parle, ouais. Il y a souvent les salons du Bourget. Ouais. Et puis t'avais une situation stratégique justement qui était entre Charles de Gaulle et Paris. Ouais. Voilà, donc en gros les gens qui pouvaient pas forcément payer à Paris, t'étais à 3 stations de RER de Paris, et donc j'avais du tourisme, j'avais beaucoup de gens qui venaient des salons, il y avait même des festivaliers, parce qu'il y avait aussi, je savais même pas, mais il y a la Weather qui se fait au Bourget, et dernièrement il y a des gros festivals qui se font aussi au Bourget. Et donc je suis retourné chez ma mère. Je suis retourné chez ma mère. Ah ouais. Je suis retourné chez ma mère. Ça tournait tellement bien que t'as dit. Ouais, je suis retourné chez ma mère. Et puis après là c'était. Et puis après mon voisin a vendu, donc je lui ai racheté. Ok. Je lui ai racheté et après j'ai su qu'il y avait un truc à faire. J'ai cru qu'il y avait un truc à faire. Donc, j'ai acheté ces 2 premiers au Bourget. Ensuite je suis devenu agent immobilier et je voulais me spécialiser à Aubervilliers puisque j'ai grandi pas loin. Je connaissais assez bien. Et pareil, les prix étaient, par rapport à l'autre côté du périph', on était 2 fois moins cher. À l'époque, on achetait à 2500 € le mètre. Et en termes de location, ça marchait super bien. Du coup, au total, je te la fais bref, j'ai acheté un petit immeuble, 3 autres lots. Au plus haut, j'ai eu 8 lots. D'accord. J'ai arrêté le Airbnb ensuite puisque c'était très chronophage. Moi, à l'époque, il n'y avait pas forcément de conciergerie. Je faisais tout à la mano. Ouais, okay. T'avais pas les automatisations d'aujourd'hui? Ouais, non, j'avais pas d'automatisation. Et puis je voulais pas que ça devienne un job pour moi, en fait, tout simplement. Et donc, vu que ça se louait en claquant des doigts, j'ai tout mis en location. Donc ça, c'est la partie immobilier. Donc aujourd'hui, j'en ai revendu. Ah, donc tu les as gardés? Celui du Bourget, j'en ai encore un, et sinon tout le reste à Aubervilliers. Donc au total, aujourd'hui, moi je suis spécialisé dans le 2 pièces, donc j'ai 7 2 pièces. Ok. J'ai 7 2 pièces entre le Bourget et Aubervilliers. Voilà. Okay. C'est tout simplement. Et sur ton business donc ça, t'as l'IMO, la boîte qu'on a vue tout à l'heure pour. Ouais, le showroom. Et en fait, il y a 2 ans, lorsque j'ai eu mes règles professionnelles, comme j'aime les dire, c'est que je faisais l'agent. Ta ménopause plutôt. Ouais, exact. Je sais pas dans quel sens on le voit. Mais en fait, c'est même pas que j'avais pas plus aimé le métier de chasseur ou d'agent immobilier, c'est juste que tu sais, à un moment je suis arrivé dans ma vie où 34, 35 ans, tu te dis est-ce que je suis bon qu'à ça? Voilà. Et en fait est-ce que tu prends du plaisir aussi? Ouais, et en fait le plaisir partait, tu sais, lorsque t'as un peu la flemme d'aller faire des visites. En fait, c'est même pas un métier que j'aime, c'est juste que je pense que j'ai fait le tour dans l'immobilier, dans le résidentiel, parce qu'il y a plein de types de transactions possibles, mais moi en l'occurrence je faisais du résidentiel. J'ai juste fait le tour, et puis là, grosse remise en question, à quoi je suis bon, et puis comme j'ai toujours été le mec qu'on appelle pour faire des événements, pour organiser des voyages ou autre, je me suis dit, attends, tu sais quoi, et puis le hasard ou coïncidence, ça c'est l'avenir, je peux le dire aujourd'hui que c'était pas forcément un hasard. C'est que j'ai un pote à moi qui voulait faire un événement sur Paris et qui me dit texto, non, je vais faire un événement, je vais faire un séminaire sur Paris, mais je galère de fou et tout. Je me dis, attends, tu veux que je m'en occupe? Et en fait, j'ai fait cet événement, c'était tellement bien que j'ai réussi à avoir 4 contrats derrière. Ah ouais? Ouais, avec des intervenants et tout. C'était qui? Je sais pas si je peux le dire, pas si je peux le dire, mais en tout cas, je sais pas, il m'a pas donné l'autorisation, je t'en parlerai. Ok. Mais donc, en gros, je fais cet événement, ça se passe plutôt bien, je prends vraiment du pied à le faire, parce que comme je te l'avais dit, en fait, auparavant, moi, j'allais dans des événements sur du business, mais pas que. Et je trouvais que vraiment ça m'était pas en valeur Paris, tu sais. Enfin, moi, si je vais à Paris, c'est pas pour rester dans une salle de réunion à 2 balles, boire du café imbuvable et bouffer des chips, tu vois. Et c'était un peu ce qui se faisait. Et je pensais aussi que c'était une manière de pas vraiment respecter ses participants, parce que quand même le nerf de la guerre c'est les participants. Et donc je me suis dit, tiens, moi j'ai des bons plans, j'ai un réseau sur place. Je ne savais pas que c'était un réseau, puisque en fait c'était juste des amis avec qui, un ami qui a un restaurant, un ami qui a un bar. C'est tes années précédentes de Fiesta Exactement. Exactement. Qui t'ont construit tout ce réseau. Exactement. Et c'est pour ça que je dis souvent que la barrière entre le pro et le perso, elle est très très fine en fait. Ouais. Parce que...
Et donc, du coup, je me suis mis à organiser des événements pour j'ai commencé par des formateurs immobiliers. Ouais. Et puis là, depuis peu, je me redirige un peu plus vers de la PME qui veut organiser du séminaire, du team building, de la soirée d'entreprise, du congrès, des salons. Et voilà. Donc, c'est vraiment un business d'événementiel dans lequel, moi, l'idée, c'est que le client, il arrive et que il a un produit clé en main, qu'il est juste lui à kiffer son événement. Tu fais du clé en main sur l'événementiel. Exactement. Voilà. C'est un peu. Tu prends des. Tu prends. Enfin, c'est quoi s'il y a quelqu'un qui nous écoute et qui veut en faire un, c'est quoi l'événement que tu as fait qui a coûté le moins cher? À partir de quel montant on peut. Très honnêtement, avant même de vouloir faire un événement, il faut avoir un pourquoi. Ok. C'est un peu, c'est bête à dire, mais c'est un peu comme un projet, c'est comme dans l'entrepreneuriat. Ok, bon, si c'est juste pour te faire kiffer, fais un anniv, réserve un bar et puis tu vois mais vraiment, tu vois, moi je veux vraiment qu'il y ait un objectif derrière cet événement. C'est pour ça que je fais ça qu'avec les professionnels. Alors ça peut être soit pour proposer une nouvelle offre, soit pour avoir une proximité avec ses prospects. Ouais, il peut y avoir différents. Et en fonction de ça, moi, je suis un peu la personne qui te redirige, qui va te conseiller. Typiquement, j'ai déjà eu des personnes qui disent, écoute, je suis avec des collègues de boulot, on veut faire un after work. Et tout. Je lui dis, mais attends, ça sert strictement à rien d'organiser un événement pour ça. Tiens, je te donne 2 numéros de bar, t'y vas. Voilà. Il n'y a pas d'objectif professionnel si ce n'est boire des coups avec des potes, tu vois. Mais pour quelqu'un qui a... Et donc là, c'est là que mon expertise arrive, c'est que pour quelqu'un qui veut créer un événement, mais qui ne sait pas où... parce qu'en fait, c'est la jungle, Paris. T'as tous les prix, t'as tous les types de lieux. C'est vrai. Et les gens s'y retrouvent pas. Et la plupart du temps, mes clients ne sont pas forcément de Paris, donc ils ont besoin d'un œil avisé. Et en fait, moi, je suis là pour... écoute, voilà, tu veux faire... C'est comme l'immobilier, t'as tous les prix. Si tu connais pas l'immo, tu peux acheter un truc, tu peux faire n'importe quoi sans le savoir. En fait. Exactement. En gros, moi, quand un rendez-vous client, ça se passe de la manière suivante. Ok, pourquoi tu veux faire un événement? Ok, qu'est-ce que tu attends? Comment tu l'imagines, ton événement? Voilà, comment tu l'imagines? Et quel budget tu as à mettre en place? Et moi, avec ces 3 facteurs-là, je fais des propositions. Mais t'en as beaucoup. Alors moi, j'ai beaucoup travaillé avec beaucoup de types de sociétés. J'ai travaillé avec du formateur classique jusqu'à la grosse PME. Ouais. Les gens n'ont pas encore la notion d'investissement dans l'événementiel. Okay. Puisqu'il y a énormément de personnes qui s'attendent à gagner de l'argent sur l'événement ou à la limite finir flat. Sauf que non, c'est l'événement qui va te faire gagner de l'argent derrière. Voilà, c'est pas... Typiquement, je te donne un exemple très concret. Un formateur en immobilier d'ailleurs. Je ne veux pas te dire de nom, mais voilà. Formateur en immobilier, il fait un événement qui lui a coûté 16 000 €. Derrière, il convertit 4 personnes pour un accompagnement à 10 000 balles. Voilà. Tout est dit en fait. Donc, bien sûr. Et donc voilà, voir les gens en vrai, c'est pas du tout pareil. Tout à fait. Donc voilà, il y a un objectif. Moi aussi, l'idée c'est que lui il réponde à ses objectifs et que moi derrière il puisse me rebooker pour un événement. Donc ouais, ça, il y en a beaucoup qui n'ont pas encore ce mindset. Tu as fait combien d'événements là? On est quasiment à la fin de l'année 2024. Alors ça a beaucoup plus marché en 2023. Je ne sais pas si c'est l'effet Covid ou pas. Il y a énormément, ça a bien boosté. C'est quoi l'année où tu as fait le plus d'événements alors? C'était en 2023. Allez, on va compter, on va dire de décembre 2022 à décembre 2023. Allez, en gros, parce qu'il y a événement, je peux te faire un événement à 10 personnes. Parce qu'on le compte. Hein. Allez, l'idée c'était de rouler à peu près à 3-4 événements par mois. Donc j'ai dû en faire une cinquantaine. Une cinquantaine. Ouais. Alors, événement par dans semaine. Une cinquantaine, j'avais l'événement à 100 000 et j'avais aussi l'événement à 2000 balles, repas d'affaires. Ouais, bien sûr. Mais ouais, une cinquantaine. Ça fait un beau chiffre d'affaires alors sur l'année 2023. Sur 2022-2023, je suis pas peu fier. Alors, il faut savoir que j'ai aucune expérience dans l'événementiel. Ouais. Je suis un mec,
pur produit terrain. Ouais. On en parlera peut-être de ce que j'ai fait comme étude et tout, mais j'ai zéro expérience. J'étais juste, en gros, le mec. T'as des copains. J'ai des copains, je sais mettre les gens à l'aise. Et en fait, ça suffit. Voilà, il faut pas faire bac plus. T'as le 10. savoir-être en tout cas. Voilà, bac plus 10. Bah là, là, carrément, c'est moi qui n'ai pas d'expérience. Et là, je vais avoir un alternant qui lui fait des études dans l'événement. Quelqu'un là pour t'aider ? Ouais, là, ça y est, je commence à me développer. Okay. Je commence à me développer, et donc voilà. Donc ouais, cinquantaine d'événements. En termes de chiffre d'affaires, première année, j'ai fait 350 000. Ok, c'est pas mal, hein. Ouais, non, mais... je pensais pas que tu faisais autant. J'ai fait 350 000 première année. Alors, il faut savoir que aussi dans les 350 000, ça reste du chiffre d'affaires. Alors, quand tu dis chiffre d'affaires, est-ce que c'est toi ce que tu factures pour l'organisation ? Moi, c'est ce que je facture. J'ai facturé 350 000 euros. Mais après, est-ce que c'est toi qui t'occupes de... genre sur un événement où tu factures 100 000 balles, est-ce que tu l'intègres comme 100 000 au complet ? Oui, bien sûr, je l'intègre à 100 000 au complet. C'est pour ça que je parle de chiffre d'affaires. Okay. C'est pour ça que je parle de chiffre d'affaires. Okay. Mais il faut savoir que les rentabilités sur l'événementiel, une rentabilité bonne, c'est 20% à peu près. Okay. T'es sur du 20%, hein. tu peux aller plus loin. Okay. Parce que après moi, je peux parler de... Je suis totalement transparent par rapport au... Ça fait 75 000 en gros générés. C'est déjà pas mal, hein, pour une première année. Ah non, mais moi je suis vraiment pas à plaindre. Hein. J'ai commencé un truc. Tu comptes tes voyages dedans ou tu les comptes? Non, j'ai pas compté le voyage. J'ai pas compté les voyages. On en parlera aussi. Mais en fait, bon, c'est vrai que c'est 350 000 euros. C'est du chiffre d'affaires. Voilà, c'est vraiment. Mais honnêtement. Je démarre de rien entre guillemets dans le sens où j'ai pas un truc très bien, hein, et dans le sens où aujourd'hui je suis pas méga structuré en fait, tu vois. Moi on passe des coups de fil, je fais les trucs un peu à la Aloha, tu vois, en mode fils. C'est une force mais ça peut être une faiblesse, c'est dans le cadre du développement. Mais ça va, je kiffe bien et puis là tu fais plus qu'en étant chasseur, j'imagine. Ouais. Ah oui, je voulais en revenir par rapport au mode de rémunération quand tu es dans l'événementiel. En fait, dans l'événementiel, tu as 2 modes de rémunération. Tu es payé à la fois par tes clients, mais tu es payé également par tes fournisseurs. Donc en fait, c'est un peu comme du Airbnb où tu prends le Airbnb prend le client et prend chez le propriétaire. C'est exactement la même chose. Donc moi, les gens, pour que je les fasse travailler, ils me payent pour que je les fasse travailler. Et ça, c'est quelque chose par contre que j'ai compris sur le terrain. Parce qu'au début j'étais très gentil, je laissais les gens bosser et puis en fait j'ai su que non, tu peux te faire commissionner, hein, non. Si tu ramènes un traiteur, le traiteur peut te commissionner, ouais. Et donc j'ai appris ça sur le terrain. Tu fais depuis quand ça, les commissions par les pros? Bah alors les pros, j'ai commencé, ça m'a mis la puce à l'oreille quand j'avais fait un événement dans un hôtel et que l'hôtel ils m'ont dit la commission c'est 10%. Je te dire. Tu me donnes 10%? Ah ouais. Ah bah ouais, vas-y, let's go, hein. Non mais tu vois, c'est des trucs que j'avais pas capté forcément et en plus, ils font un prix parce que c'est toi. Et en plus, ça te dilue un peu. Du coup, tu charges pas complètement ton client. Ouais, t'as une partie qui arrive, qui est payée par les fournisseurs. Après, toi, ton job, c'est de faire t'es le maître. Tu restes malgré tout le maître d'orchestre, le chef d'orchestre, excuse-moi. Et voilà. Donc c'est un peu comme ça que ça fonctionne dans l'événementiel. Je l'ai appris en organisant des événements. Je trouve que t'as des prix, en tout cas de manière générale, sur les vacances, parce que c'est ce que je connais, et sur les t-shirts, ce que tu nous as donné tout à l'heure. Je trouve que tu restes très compétitif sur ce que tu fais de manière J'essaie générale. d'être juste. C'est pas juste, tu vois. Sur les voyages non plus, c'est pas du total all inclusif, du club med avec. Non, mais c'est pas cher là, tu fais payer quoi, 3 000 € je crois pour le Brésil pour 2 semaines, c'est ça? C'est 3 500 €. 3 500, 500 €. C'était quoi, une hors semaine taxe, en... hors taxe, je précise. Ouais, c'est 2 semaines après. Une après semaine par à contre, Lisbonne, tu fais payer 800 € ou un truc comme ça. Ouais. Mais moi en fait, alors peut-être que j'ai encore cette notion de plaisir, tu vois. J'ai pas forcément encore cette notion, tu sais, très. Pas péjoratif ce que je veux dire, mais très vénal, tu sais, je fais pas ça, c'est pas le fric qui me motive. J'ai énormément de choses dans ma vie qui se sont passées. Le fric,
ok, il en faut, il n'y a pas de souci. Mais là, je suis à un stade où j'ai juste envie d'être épanoui. Et si je suis épanoui avec ça, ça va peut-être être le mec qui manque d'ambition ou peu importe, tu vois. Mais moi, en tout cas, moi, ça me va. Moi, aujourd'hui, c'est ça que je vise. Pourquoi tu recrutes en alternant? T'as besoin quand même d'être aidé alors? Ouais, parce qu'en fait, comme tu l'as dit, du coup, je développe la partie voyage également. Donc, moi, j'organise des voyages entre entrepreneurs. Dans un cadre chill, c'est pas du séminaire, c'est pas du mastermind. D'ailleurs, un de mes trucs, ceci n'est pas un mastermind. Voilà. L'idée, c'est de regrouper une dizaine d'entrepreneurs qui ont envie de prendre un peu de recul par rapport à leur job, mais tout en étant en même temps connectés avec d'autres entrepreneurs. Donc, en gros, c'est se déconnecter en restant connecté. C'est un peu ça le truc. Donc en gros, là je reviens de Lisbonne il y a quelques jours. Donc l'idée c'était de faire découverte, parce que pour moi le voyage ça reste la découverte et que ça permet un peu à la libération de l'esprit, si j'ai envie de dire. T'as la partie chill, parce que être au bord d'une plage à pas faire grand chose, si ce n'est boire un mojito, on peut dire ce qu'on veut. Moi ça me fait du bien et je pense que visiblement ça fait beaucoup de bien aux gens, et avoir des discussions totalement informelles. Et en fait, moi je pense vraiment qu'il y a un gros pouvoir sur la discussion informelle. Tout ce que j'ai appris dans ma vie, c'était lors de discussions informelles, tu vois. Dans une salle de réunion où je vais avoir un mec où tu vas avoir de l'information descendante, je vais pas être très très actif, surtout que un peu comme toi, comme tu nous l'avais raconté, je suis pas le bête en classe, tu vois, j'étais vraiment tout ce qu'il y a de plus moyen. Alors que tu vois, en se partageant des tips, voilà, autour d'un verre, pour moi c'est 10 fois plus puissant, et c'est toujours comme ça que j'ai réussi à progresser. Et la troisième partie du séjour, c'est des rencontres. Parce que c'est cool d'être entre nous, mais l'idée aussi, c'est aussi de rencontrer des entrepreneurs locaux. Et donc là, on a fait un événement, on était une trentaine à Lisbonne, voir des Portugais qui entreprennent là-bas, des Français expatriés. Toujours dans un format informel, il n'y a personne qui a rien à vendre. Vraiment, on veut voir comment ça se passe. Et puis, on a fait de très belles rencontres. Et voilà, donc c'est un peu ces trois phases. Découverte, chill, rencontre, et bien sûr un peu de célébration, on va pas se mentir, on aime bien faussifier. on vous cherche beaucoup, je trouve qu'on profite pas assez de nos victoires. Moi, tu vois, j'aime bien célébrer mes victoires. Malgré tout, je prends du recul sur mon business, mais il y a des trucs que j'ai réussi à faire, dont je suis fier et que j'ai juste envie d'exprimer. Voilà. Donc ça, c'est un peu pour la partie voyage. Donc c'est les voyages que je fais au Brésil et au Portugal. Exactement. Ça fait une grosse introduction. Ouais. C'est quoi ton premier souvenir d'entrepreneur ou d'investisseur? Moi, je le vois très très bien. Donc moi, je viens des quartiers populaires dans le 19e arrondissement. Donc pour remettre dans le contexte, j'ai grandi dans 25 mètres carrés avec ma mère et mon frère. Okay. Et en fait, moi... ça fait serré, hein? Ah ouais, non, c'était très serré. D'ailleurs, ma mère elle habite toujours dans le 25 mètres carrés. Elle est toute seule cette fois-ci, donc ça lui va un peu mieux. Okay. Et en fait, une des premières choses que j'ai faites, je suis allé vraiment au culot, et tu vois, là, j'ai pris conscience de ça il y a 5 ans, c'est que à l'époque, sur Paris, on n'est pas de la même génération, mais à l'époque, tu avais des journaux gratuits à disposition. Ouais, ça s'appelait Paris Boom Boom ou Paris Paname. C'était des sites de petites annonces, en fait. C'était Le Bon Coin 1.0. D'accord. Le Bon Coin 1.0. Tu avais ça un peu partout. Voilà. Et j'étais avec un pote et on voulait acheter des bonbons à l'époque, et je devais avoir 11 ans. Là, je devais 10-11 ans. Et on est parti au parc des Buttes-Chaumont. J'ai dit, attends, tu sais quoi, on va prendre les livres, on va les donner, on va les faire payer aux gens. Quand tu dis les livres, c'est les journaux... Excuse-moi, ouais, les magazines qui étaient gratuits à disposition dans la rue. Ouais. On va aller et on va faire payer les gens. Donc moi j'étais en mode, avec mon journal, vous voulez un journal, madame, vous voulez Ouais. Et il y a des gens qui donnaient, parce qu'en fait, ils trouvaient ça juste trop mignon. Donc je me rappelle, c'était 50 centimes de francs. On avait 50 centimes de francs. Tenez, madame, et tout. Et les gens, tu sais, c'était attendri, tu sais, ils savent que ça... Ils donnaient la monnaie qu'ils avaient, quoi. Ils savent que ça, ils te donnent la monnaie, allez, il garde son truc, c'est trop mignon, elle va t'acheter tes bonbons, et puis voilà. Et là, c'est mais en fait, c'est vraiment mon premier... Tu faisais ça souvent ou tu l'as fait une fois? Je l'ai fait, allez, j'ai dû le faire 3 fois. J'ai dû le faire 3 fois. Okay. Mais c'était mon premier pas. Et après, l'autre business que j'ai fait, j'étais salarié à l'époque. Et j'avais un pote qui était un peu dans lui, il était dans 10 000 business à la fois. Ouais. Et il m'a dit, tiens,
J'ai plein de coques, c'était pour le iPhone 5C à l'époque, je me rappelle. Ok. iPhone 5C, il m'a dit ouais, tiens, j'ai plein de coques, tu sais, des coques Louis Vuitton, à 2 balles. Il me les donne. Je me dis, attends, tu sais quoi, je vais aller au bureau, je vais les vendre. Je fais, ah, mais tiens, regarde, j'ai trouvé des trucs. Genre, je les faisais payer 5 balles, les coques que j'avais eu gratos. Voilà. Et en fait, de là, j'ai toujours été un peu Eddie du marché, tu vois, dans le job. J'avais toujours. Et en fait, je revenais toujours avec du sentier. Ouais. Et puis après, Coupe du Monde 2014, je me dis, attends, mais là, les gens, ils vont avoir besoin de maillots de foot. Je vais sur AliExpress. Alors, c'était pas du. Bon, en fait, c'était du dropshipping. Dropshipping 1.0. En fait, je commandais chez moi. Non, bah, je prenais les commandes. À tout le monde. Je sais pas, j'avais des bêtes de plans sur des maillots, les mecs, vous pouvez pas savoir et tout avec ça. Je prenais les commandes. Une fois que j'avais les 20 commandes de maillots, je faisais la commande sur AliExpress. Et du coup, voilà. Donc, un maillot qui me coûtait 10 balles, je le revendais 40 balles, ce qui était 2 fois moins cher que le marché. Donc, voilà, je me faisais un peu mes petits trucs comme ça. Mais ouais, j'ai toujours été ça. Et puis après, la première fois que je me suis lancé en indépendance, c'est en étant agent immobilier. Ok, mais du coup, on allait très vite sur tout ça. Mais déjà, j'imagine que ça doit pas être facile de grandir dans 25 mètres carrés. Ouais. Moi, j'ai une question forcément, parce que moi, je viens d'un... Même si j'ai évidemment une partie de la réponse, mais il y a vraiment cette volonté, quand tu viens de Paris, de rester à Paris. Genre, toi, tu habites toujours à Paris. Parce qu'un loyer de 25 mètres carrés, alors peut-être que c'était un HLM, je sais pas comment ça fonctionne, mais tu peux avoir peut-être une petite maison en campagne. Alors, c'est vrai que du coup, tu es loin des gens, ou tu peux aller plus loin. Tu vois, moi, je viens d'un lieu-dit. Mon père, il habite dans un lieu-dit. Il a 1 hectare de terrain, c'est au milieu de nulle part. Le voisin, c'est un agriculteur. Enfin, t'as pas... vivre dans 25 mètres carrés, c'est dur, je trouve. Il n'y a pas cette volonté de sortir de Paris. C'est parce que c'est quoi la vision parisienne à ce moment-là? Alors moi, ma vision parisienne, elle est assez simple. C'est que pour moi, la France, c'était Paris. C'est que pour moi, il n'y avait rien après Paris. Mais vraiment, je partais pas en vacances. Vacances. En fait, moi, quand je partais en vacances à l'époque, je restais 3 mois en Tunisie. Ma mère, elle m'envoyait en Tunisie parce que du coup, ça libérait un peu l'appart. Et du coup, j'allais chez la famille en Tunisie. Mais en vrai, j'ai toujours fait que des Paris-Tunis. La France, je l'ai visité pour la première fois à 15 ans. Je suis parti à Mimizan, dans les côtes, pas loin de Bordeaux, dans les Landes. Ouais. Mais en vrai, moi, j'avais pas de notion. Pour moi, la vie, c'était Paris. C'est vrai qu'il y avait tout à Paris, il y avait tout à disposition, tu as tout sur place. C'est clair que je voulais toujours avoir un appartement plus grand, puisque à chaque fois que j'allais chez mes potes, je me disais, c'est bien, il a sa chambre et tout. Parce que 25 mètres carrés, vous n'aviez pas votre chambre? Ah non, en fait, il y avait moi et mon frère dans la chambre et ma mère dormait dans le salon. Et voilà, donc moi, j'étais... et pour moi, en fait, la vie, c'était Paris, tu vois. La vie, c'était Paris. C'était soit Paris, soit Tunis. Et ta maman, c'est pareil? Ma mère, c'est quelqu'un d'inamovible. Elle n'a pas bougé. Carrément, elle a eu plein d'occasions. Son appartement, alors, elle l'a acheté. Elle l'a acheté, elle est propriétaire. Elle l'a acheté en 84 à l'époque. Donc c'est aussi ça. C'est peut-être pour ça qu'aussi qu'on n'a pas pu bouger, parce que du coup c'était un peu plus difficile. Mais pour moi, c'était la vie, c'était Paris. Et en fait, à Paris, il y avait tout ce qu'il fallait. Et en fait, après, c'était des contrées, mais tu sais, j'avais aucune notion, tu sais. C'est très parisien comme truc, tu vois, mais tu vois, le plus loin que j'ai dû aller, jusqu'à mes 15 ans, j'ai dû aller... et je réfléchis, mais je suis allé nulle part. Allez, si une fois, on a fait un aller-retour à Deauville avec le centre aéré, et puis basta, c'est le seul moment où je suis sorti de Paris, en fait. Donc moi, quand je te dis que je suis parisien, j'ai vraiment vécu toute ma vie dans le béton. Par contre, ça a des avantages de vivre dans 25 mètres carrés. C'est qu'en fait, tu passes ta vie dehors. Du coup, parce que j'avais pas envie de rester chez moi, en fait. Je voulais pas rester chez moi parce qu'on était toujours trop serrés. Toi, t'es jamais seul. C'est sûr, c'est dur de jamais être seul. Et donc, c'est un peu comme ça aussi que j'ai fait mon réseau. Tu sais, je suis parti un peu à gauche, à droite. Je faisais pas mal de choses donc à côté. T'étais dans Paris, mais par contre, t'étais dans Paris. Okay. Et c'est pour ça qu'en fait, je pense que ça m'a beaucoup aidé à me développer socialement. Puisqu'en fait, tu sais quoi, il fallait toujours que je trouve quelqu'un pour sortir avec moi. Il fallait toujours que j'aille quelque part. Et en fait, ça m'a vraiment poussé. Alors que, tu vois, contrairement à toi, où là, toi, t'as vécu, en fait, tu veux sortir, t'as ton jardin d'1 hectare. Et donc, mais en fait, moi, ça m'a poussé à aller vers les autres, en fait. Très, très jeune. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai le relationnel que j'ai aujourd'hui.
ça a beaucoup joué le fait de rester dehors, ouais. Ah, mais c'est sûr. Et du coup, tu faisais quoi? T'allais jouer avec les autres dans la J'avais les potes du quartier, j'avais les potes du quartier, j'allais un peu à gauche à droite, j'aimais beaucoup, la plupart du temps c'était du quartier. T'avais aussi ce sentiment d'appartenance quand t'es jeune, t'as envie de... C'est ton quartier, quoi. Ouais. Mais t'habitais quoi, dans des tours, genre? Non, c'était alors c'est un appartement qui entre les buts de Chaumont et le canal de l'Ourcq, c'est le métro Lomière. Donc non, ça va, c'est un vieil immeuble, un peu à la ramasse, mais ça va, tu vois. Mais honnêtement, j'étais pas forcément à plaindre, mais je jalousais beaucoup mes potes qui avaient des appartements beaucoup plus grands. Qui avaient une chambre. Et qui avaient une chambre avec un lit, tu sais. Parfois, j'avais envie de dormir dans leur lit, tu sais. Parce que tu dormais tout le temps avec ton frère. Ouais, je dormais toujours avec mon frère, en plus avec qui j'avais pas forcément des bonnes relations. Ah ouais? Ah ouais, non, donc en fait mon frère a 12 ans de plus que moi, donc en fait c'est pas du tout la même génération. Ah, il avait 12 ans de plus que toi? Il a 12 ans de plus que moi, mon frère. Donc, ah, mais du coup t'as pas vécu longtemps avec lui alors? Ah bah si, parce que lui il est resté, je suis parti avant lui. Ah ouais? Je suis parti avant lui. Ouais, je suis parti avant lui, lorsque j'ai acheté mon appartement au Bourget, je suis parti avant lui, ouais. Ah, t'es parti à quel âge? Je suis parti moi à 27 j'avais 26, 27, ouais, 26. Et 26. Lui il a 12 ans de plus que toi? Ah non, lui il était encore à Baraque. Donc à 40 ans, il était toujours avec toi. Lui, c'est l'opposé de moi. En fait, là, tu me vois moi. Dis-toi, tu veux prendre le contraire, le total contraire, c'est la même chose. Donc à 27 et 40 ans, vous dormiez chez ta maman à 3 dans 25 mètres carrés. Ouais. Ah ouais, c'est un délire. Après, j'avais bouché entre temps. J'ai vécu à l'étranger, j'ai fait plein de trucs. Ah, mais c'est pour ça que t'as besoin de faire autant de voyages, toi. Mais c'est pour ça que j'ai toujours à Bougeotte, ouais, c'est clair. C'est clair net que ça a beaucoup aidé. Hein. Ouais, et ton frère, si c'est pas indiscret, il vit toujours chez ta mère? Non, il est parti. Là, il a dû partir il y a pas très longtemps. Il y a peut-être juste avant le Covid. Ah ouais? Juste avant le Covid, ouais. Peut-être juste avant le Covid, Mais ouais, du coup, environnement. Tu vois, juste parce qu'on en parlait tout à l'heure par rapport à ma famille. Et ça, pour le coup, mon père, il me l'a fait, c'était un peu dur. Mais tu vois, je suis parti gauche à droite, comme on le disait. Après, je revenais, t'étais chez ton père, etc. Enfin, j'étais chez mon père, je m'entends bien avec mon père. Et justement, c'est lui qui m'a dit, pars en Angleterre, tu vois. Et là, après, je me suis dit, vas-y, je viens à Paris, tu sais quoi, c'est le moment, j'y vais, quoi. Et c'est vrai qu'en fait, quand tes parents te mettent un peu dehors, bon, toi, du coup, ta maman, peut-être que c'était pas comme ça, mais moi, ça m'a fait du bien, en fait, que mon père, il me dise, allez, maintenant, c'est bon, t'y vas, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais un peu comme toi, moi, j'étais apprécié par ma mère. Alors, mon père, il nous a abandonnés quand j'avais 2 ans. Donc, en vrai, où j'ai vécu Tu l'as jamais vu? Non, je l'ai revu là, il y a 5 ans, parce que il est reparti vivre en Guadeloupe. Ok. Et en fait, moi, dans ma famille, j'étais un peu le mouton noir de la famille, tu vois. J'étais pas vraiment... tu vois, tu me disais, toi, t'étais le petit génie. Ouais. Moi, j'étais la grosse merde, tu vois. Ah ouais? J'étais la grosse merde de la famille. Parce que j'étais pas forcément super doué à l'école, que je faisais peut-être 2-3 bêtises à l'occasion, tu vois. Mais j'ai jamais rien fait de grave, tu vois. Je suis jamais allé en tôle, j'ai jamais fait de mal à qui que ce soit, tu vois. Ouais. Mais après ça, je pense que c'est le fait d'être accepté ou pas par ta famille. Moi, ma famille côté de ma mère, elle est tunisienne. Ouais. Et il faut savoir que ma mère, elle a eu un enfant donc avec un Guadeloupéen, donc un noir. Et en gros, je suis arrivé, j'étais pas franchement le bienvenu, tu vois. Je n'étais pas forcément le bienvenu. Et du coup, je pense qu'ils me l'ont fait payer pendant toute mon enfance, en fait, tu vois. Parce que ton frère et toi, vous avez pas le même père? Non, on n'a pas le même père. Okay. On n'a pas le même père. Lui, c'est le premier mariage de ma mère. Et du coup, alors tu vois, mon frère, contrairement à lui, mon frère, lui, c'était beaucoup le mec très focus, très école d'ingénieur et tout, tu sais, très discret, tu vois, un peu ce qu'ils attendaient de moi, sauf que moi, c'était pas du tout ce que je voulais être. Et du coup, l'environnement familial aussi a fait que aussi, c'est pour ça que je voulais toujours sortir, toujours aller voir d'autres personnes et peut-être aller vers des personnes qui m'accepteraient plus comme je suis, tu vois. Des potes, des amis. Et, des entrepreneurs. Des entrepreneurs, voilà. Donc c'est pour ça que je suis toujours... en soi, je suis toujours en train de chercher des gens qui m'acceptent, en fait. Est-ce que finalement, t'as pas... Enfin, c'est un peu dur ce que je vais dire, mais... T'as jamais vraiment été au bon endroit et là depuis 2 ans tu l'es vraiment? Peut-être. J'ai l'impression que t'es pleinement épanoui et d'ailleurs tes chiffres en parlent. Enfin, je sais pas quel résultat t'avais en tant que chasseur immobilier, mais c'est quand même très bien. Ça va, je gagnais très très bien. Enfin, si tu fais le rapport en termes de résultats, je gagnais mieux. Ouais, je gagnais mieux ma vie en chasseur. Ah ouais? Je gagnais mieux ma vie en chasseur, bien sûr.
bien sûr. Ok. Bien sûr. Là, on parle de chiffre d'affaires, ok, mais là, en chiffre d'affaires, je faisais peut-être 2 fois moins, mais en termes de résultats, C'était le même. 3 fois plus, tu vois. C'était même 3 fois plus. T'as pas énormément de charges quand tu es chasseur. Non, mais quand je dis le même, c'était le même ton chiffre d'affaires et ton ouais, salaire. exactement. Enfin, ton résultat. Exactement. Donc, en vrai, non, je gagnais bien ma vie en chasseur. J'étais un bon chasseur sans trop me vanter. Okay. Puis l'avantage, c'est que quand je bossais en tant que chasseur, j'avais déjà des clients, en fait. J'avais juste à trouver les pépites. Et, les rues, je les connaissais comme ma poche. Donc, en vrai... Voilà, après, c'est une quête de sens. Mais pour te dire, pour en revenir à ta question, est-ce que j'étais pas à ma place ? Alors, je pense que finalement, ça m'a été à ma place. Parce qu'en fait, lorsque je refais le fil de ma vie, je me dis que, en fait, tous ces côtés un peu négatifs, ça m'a aidé, tu vois. Ça m'a aidé, tu vois. Peut-être que si j'avais été dans un grand appartement avec ma chambre, pas forcément à sortir plus, peut-être que je serais pas le même, en fait. Ah, mais c'est sûr. Peut-être que je serais pas là. Et aujourd'hui, le plus important, c'est que aujourd'hui, j'ai réussi. Peut-être que j'aurais été épanoui d'une autre manière. Mais là, aujourd'hui, tu vois, je pense que dans toutes les expériences, j'en parle d'ailleurs, parce que j'ai un podcast aussi, mais j'en parle dans toutes les expériences négatives, il y a toujours du positif à sortir. Et moi, j'essaie toujours de retracer le positif. Voilà, j'ai eu d'autres expériences beaucoup plus dures. Mais parce que un peu comme toi aussi, j'ai connu la maladie, j'ai connu énormément de choses, mais à chaque fois je sors et je dis ah putain, mais en fait là à 37 ans je me dis ah mais en fait ça m'a grave aidé sur ça, tu vois, c'est con, mais donc en vrai je regrette rien. Je suis pas du genre regretter. Même les gens qui m'aiment pas au final, je me dis c'est un point de vue, je le respecte, tu vois, j'ai assez développé mon esprit critique à ce niveau-là. Je crois que j'ai jamais entendu personne à me dire qu'il t'aimait pas. Hein. Enfin, je sais pas qui t'aime. Non, mais dans mon entourage ou dans ma famille, tu vois, ma famille, tu vois. Okay. Enfin, moi, tu vois, j'ai beaucoup, tu sais, t'as ça, t'as le racisme, t'as le truc, t'as énormément de choses qui viennent. C'est peut-être pas forcément le développement. Non, c'est intéressant ce que tu dis. Mais tu sais, j'ai vécu. Ça veut dire que t'as une famille en partie tunisienne, qui est raciste sur le fait que. Alors non, en partie ouais. Pas tous, hein, bien sûr, pas tous, mais t'as quand même beaucoup de... Parce qu'on parle beaucoup de... t'as le racisme en France que j'ai subi, hein, ça, j'ai aucun mal à le dire. Ah ouais, mais clairement, ça, j'ai pas eu le truc. Ça peut être des trucs tout cons, comme des trucs beaucoup plus flagrants. Un truc à la con, tu vois, tu fais la queue en boîte de nuit, t'es bien habillé, etc. Bon, t'as pas la gueule de l'emploi, adios. Bon, on te fait ça dans toutes les boîtes de nuit. Bon, c'est un peu bizarre, tu vois, sachant que... Alors, concrètement, je me suis jamais battu. Enfin, je me suis battu une fois dans ma vie, tu vois. Je suis vraiment pas un mec à foutre de vrai. Et t'as des trucs où là, c'est beaucoup plus frontal, où on dit, tu vois, on dit ça à l'arabe, on dit. Ah ouais. Ça, au moins, on me l'a déjà dit, tu vois. Ou t'es pas chez toi ici, tu vois. Tu vois, on me dit t'es pas chez toi. Moi, je suis français, tu vois. Je suis né à Paris. Je suis beaucoup plus français que certaines personnes qui me disent ça, tu vois. Et en fait. En plus, pour rien, tu vois, sachant que je suis vraiment pas le mec à poser problème ou quoi que ce soit, tu vois. Mais c'est des trucs qui existent, que je fais abstraction malgré tout. On va pas se mentir, dans la vie professionnelle, je l'ai jamais ressenti, même là, aujourd'hui, je le ressens pas. Donc c'était plus dans le perso, dans la rue, ce genre de choses ou... Ouais, et t'as le racisme de l'autre côté de la Méditerranée, où là, au-delà même que tu sois noir ou quoi que ce soit, c'est que t'es français, en fait. Et donc, les gens, ils viennent toujours avec un préjugé comme quoi, c'est Eddie de France, il est riche. Tu vois ce que je veux dire ? Alors toujours. Mais t'es français, t'es immigré. Ça, je suis d'accord, mais quand tu viens d'une famille, quand c'est ta famille, ils savent aussi comment. Pas ta famille, non, mais t'as entourage. Parce que de manière générale, t'as une vie sociale là-bas et tout, tu vois. Ouais, toi, t'es privilégié. Vas-y, toi, de toute façon, t'as de la chance. De toute façon, vous, les immigrés, vous êtes tous pareils. Enfin, tu vois, c'est un double. Donc, t'es accueilli nulle part. En fait, tu vois, t'essaies de trouver ta place. Et tu vois, c'est un peu ça. Et c'est vrai que t'es rassuré quand t'as des gens qui t'acceptent comme t'es, tu vois, qui sont pas forcément à juger. Mais en fait, c'est très très dur, et ça, il faut vraiment avoir un gros mindset, tu vois, parce que parfois, tu vois des gros caïds dans les quartiers, ils disent ouais, de toute façon, la France, ça nous aime pas et tout. Mais il faut, franchement, sans me vanter, tu vois, j'ai fait un travail de fou pour me dire qu'en fait, non, j'ai ma place avec certaines personnes, mais quand tu vis dans une cité, que t'es enfermé dans un truc dans lequel tout le monde pense la même chose, et que derrière, tu reçois deux, trois pics racistes, est-ce que je comprends pas ce que cette personne ressent, tu vois ?
Donc ouais, non, ça m'est arrivé. Après, il m'est arrivé plein de choses. Mais en fait, honnêtement, je te jure qu'il y a bien un truc du coup, ça m'a forgé. Donc du coup, aujourd'hui, je suis pas forcément quelqu'un qui a peur de l'échec. Je sais pas dans 2 ans ce que sera Halo Events. Ça sera multinational, ça aura coulé, peu importe. J'essaye vraiment de profiter de l'instant présent. Et quoi qu'il arrive, j'ai confiance en moi. Je sais que je rebondirai. Quoi qu'il arrive, j'ai une confiance en moi incroyable et je veux la garder toute ma vie et j'ai envie de la transmettre maintenant à ma fille pour que elle aussi puisse. Pourquoi tu sais, il y a souvent une phrase qui dit et moi le premier, j'étais dans cette situation. Aujourd'hui, je le suis plus parce que il y a des choix qui ont été faits sur l'organisme de formation. Mais pourquoi tu fais le choix? Tu as quand même 9 ans d'entrepreneuriat derrière toi. Pourquoi tu fais le choix aujourd'hui d'avoir plusieurs business en même temps, même s'ils sont un peu interconnectés? Est-ce que tu considères que tu as 3 business distincts ou est-ce que tu considères que tu as un seul business sur l'événementiel? J'ai un business dans l'événementiel dans lequel je suis créateur. Après, moi, je pense qu'il y a plusieurs phases dans le sens. Alors, moi, c'était assez simple. En fait, dans un premier temps, dans une première phase, j'ai fait des événements pour les autres. C'est mon job, c'est aujourd'hui ce qui me ramène la plupart de mon chiffre d'affaires. Mais en fait, j'ai vraiment voulu être mon propre client à un moment. Genre, non, mais attends, mais je voulais vraiment mettre qu'il y ait des événements Aloha, en fait. Et je me suis dit, c'est bien de faire des événements pour les autres. Et je me suis dit que c'est aussi comme ça que tu te différencies, parce que des agences d'événementiel, tu en as des milliers. Moi, un événement Aloha, il n'y aura qu'un événement Aloha, tu vois. Et j'ai toujours voulu un peu mettre ma patte sur ce que je faisais. Même quand j'étais agent immobilier, tu vois. J'avais commencé à l'époque un réseau nantais, propriété privée. Ok. J'ai commencé avec c'est nantais, propriété privée? Ouais, c'est nantais, ouais, c'est nantais. Okay. Et en fait, moi, tu sais, lorsque quand je voyais mes clients, mais en fait, je leur parlais pas de propriété privée, tu sais. Ils me disaient, oui, non, mais tu sais, il faut leur vendre ça, ce mandat-là. Les gens, c'est moi qui veulent, tu vois. C'est moi qui veulent. Bien sûr. Et en fait, moi, j'ai toujours voulu mettre une identité sur ce que je faisais. Et je me suis dit, quoi de mieux que faire mes propres événements dans un premier temps. Donc c'est pour ça que tu as pris le showroom, finalement. Alors évidemment pour gagner de l'argent et faire du business, mais c'est à terme, t'as quoi? T'as la vocation à faire un événement? Non, alors le showroom, c'est une autre histoire, mais qui du coup est interconnectée, parce que ça reste dans l'événementiel. C'est que j'avais travaillé une fois pour la Fashion Week. J'avais aidé un organisme à s'installer sur Paris. Ils recherchaient des pop-up et j'étais vraiment surpris des prix pratiqués, tu vois. Parce que c'était cher? Je trouvais que c'était cher. Et en discutant avec les locataires, ils me disaient, ouais, non, mais en fait, moi, je le loue et je fais que ça, quoi. On s'en branle. Je fais, écoute, toi, je fais, mais attends, tu sais, je me rappelle très bien. Le mec, il avait loué sa semaine 10 000 € à la marque, à qui je l'ai mis en relation. Donc, en vrai, la marque a payé 12 000 €, puisqu'il devait me payer, moi, 2 000 € pour la recherche. Et le mec, il avait un loyer de 4 200 € hors taxe. Je dis, mais attends, mais le mec, en une semaine, après, c'était la Fashion Week. En une semaine, il fait le 12. Attends, mais après, tu fais vite le calcul. Tu fais, ok, il y a la Fashion Week, mais après, t'as plein de trucs. Parce qu'à Paris, il n'y a pas que la Fashion Week. Ouais, des événements tout le temps. Il y a la Paris Design Week. Il y a. Non, mais t'as énormément d'événements qui sont sur Paris. Mais tu vois, c'est comme ça que je découvre aussi, tu vois. Parce que c'est qui. Ouais, parce que comme tu disais, là, t'as des rappeurs. T'as reçu qui, là, en 1 mois et demi pour qu'on ait une idée Alors, mec, j'ai reçu des. Je vais pas te dire les marques, tu vas pas connaître. J'ai reçu des couturiers géorgiens. J'ai recruté des. Je vous montrerai les trucs, si vous voulez. J'ai reçu beaucoup de pop-up, une meuf qui faisait du vintage. Ok. Non, mais franchement, la meuf, son job, c'est d'aller à la. Alors, ça, pour le coup, il doit avoir des rentas de ouf. Son job, c'est d'aller à la friperie d'à côté. Ouais. Elle retape un petit truc, elle customise un petit truc, elle les revend. Franchement, c'est du x10. Franchement, elle fait du x10 à chaque article. Elle vient de nous rebooker, justement. Elle revient en janvier. Et ils viennent quoi? Ils viennent une journée ou ils viennent plusieurs? Elle était venue 3 jours. En général, c'est 3-4 jours. Franchement, c'est 3-4 jours. Tu loues quoi, à 500 balles la journée, en gros? Les prix vont de 500 à 1200 € jour. 1200 € jour, c'est vraiment pendant la Fashion Week, c'est vraiment pendant le. Okay. C'est vraiment le. Mais Roland Garros, par exemple, je dis peut-être une énorme connerie, mais ça rapportera zéro business. Ça rapporte rien. Même les Jeux Olympiques, ça m'apportait rien. Faut savoir que là, justement, je suis en train de négocier avec des glaciers pour qu'ils prennent juillet et août. Et ça, c'est une vraie manne financière pour moi. Puisque août, c'est un mois vide, en fait, c'est un mois mort, c'est un mois qui est dans le business plan. Et tu leur loues 5 000 balles ou tu leur Non, moi, je parle chiffre, je m'en fous. Je leur loue 7 008 hors taxe
et je prends 20% de leur chiffre d'affaires. Ah ouais, c'est bon deal pour toi. Alors eux, tu vois, mais c'est con, mais tu vois, je te parlais de la commission tout à l'heure, c'est eux qui m'ont proposé. Tu vois. Tu sais, j'ai rien demandé, j'ai vraiment rien demandé, je te jure, ils m'ont dit 7008 et puis 7008, alors sur le... Non, je crois que je leur avais proposé 8000 balles, un truc dans le genre. Oui, parce que t'as les charges quand même, eau, électricité, etc. C'est toi qui Non, payes. je comprends tout dedans. Ouais, moi, voilà. En gros, si tu veux, charge comprise, c'est 5000. Voilà. Okay. Et eux, ils me disent, ouais, moi, c'est un peu chaud. Par contre, on vous prend le truc, je crois que c'est 7000 ou 7005, je ne me rappelle plus. Mais on vous laisse 20% du chiffre d'affaires. Bah, ok, tu vois. Combien des glaces par jour? Ouais, mais j'ai dit, ok, tu vois. Voilà, donc ouais, non, c'est un peu truc. Après, c'est vrai que sur le pop-up, je ne l'ai pas précisé, mais je suis associé. Je suis associé avec des amis, un qui avait déjà un pop-up, et deux autres qui, eux, sont plutôt dans le milieu artistique, et qui ont les contacts, et qui, justement, c'est eux qui ont ramené les fameux rappeurs qui seront là. Eux, ils payent plus cher, ou c'est pas parce qu'ils sont rappeurs qu'ils payent plus cher? Bah non, ça paye pas plus cher un rappeur. Alors là, je le dis face cam, je pense qu'ils sont vraiment... mais derrière les sociétés de prod avec qui ils bossent, parce que c'est la société de prod en fait qui s'occupe de tout. Ouais. Elle casse les couilles. Il y a pas et franchement ouais non. Il y a pas d'intérêt à leur louer. Si, il y a un intérêt, il y a un intérêt sur la communication, ça te fait de la visibilité quand même. Tu peux les inviter en podcast peut-être? Bah pourquoi pas, mais bon je sais pas ce que je vais leur raconter, mais bah, s'ils sont good vibes pourquoi pas, tu vois, mais non, et j'en ai deux, et j'en ai un autre normalement qui devrait me dire ok. Et ça te prend du temps ou non? Non, je suis purement à la partie sur ce truc-là, je suis purement à la partie opérationnelle, voilà. Partie commerciale, la personne qui, parce qu'il a plutôt les codes, c'est mon pote qui est dans le milieu artistique, il a plutôt les codes, il sait comment ça marche, donc c'est lui qui à la fois démarche et négocie. Moi, je suis un peu plus là pour gérer l'événement. Les politiques aussi, on n'en parle pas, mais à toi, c'était pas le moment. Mais j'imagine que pendant les élections, ils doivent te le prendre. Peut-être. L'avenir nous le dire, honnêtement, je viens de commencer. Pour le moment, on essaye vraiment pas de voilà, quiconque veut. Voilà, il n'y a que les gens qui veulent faire la fiesta. Là, t'as déjà eu une Fashion Week en septembre, non? Ouais, on en a eu une en Fashion Week. C'était les Géorgiens. T'as rempli au prix que tu voulais? Ouais, mais même pas, j'ai rempli 2 fois sans faire exprès, enfin pas sans faire exprès, mais... mais non, mais en fait, on avait une fille qui l'avait booké, ouais. Et qui nous a mis un plan 48 heures à l'avance, sauf qu'elle avait déposé un dépôt de garantie, et puis 48 heures à l'avance, ouais. Du coup on a pris le dépôt de garantie, et à la dernière seconde, on a trouvé les Géorgiens qui nous l'ont pris. Voilà. Et une semaine? Ils nous ont pris 5 jours. 5 jours. Donc j'ai pas fait la truc complète, mais en fait si tu rajoutes le dépôt de garantie plus... T'as pris 10 000 balles. Un peu moins. J'ai pris 9. Sur une semaine. Un peu moins sur nous, ouais, mais avec un dépôt de garantie, ça devait être 7 plus 2, un truc dans le genre. C'est 2, je suis sûr et certain que c'était 2000 € de frais de dépôt de garantie qu'elle a perdu. C'est marrant comme business, je connaissais pas du tout. Bah écoute, je l'ai appris sur le tas. Écoute, je suis même en train encore d'apprendre. Je suis vraiment très transparent. Je suis encore en train d'apprendre. Donc il y a encore plein de codes, il y a encore plein de réseaux. Et puis l'idée, c'est aussi de fidéliser la clientèle pour qu'elle revienne. Parce que ils reviennent tous les... les Géorgiens, ils reviennent en février. Donc tu vois... c'est fait ça. Ouais. Et l'idée aussi, c'est que ça reste du B2B. Dans le sens où les gens qui s'installent, ils sont là pour faire du business. Donc si ton emplacement est cool et qu'en plus, eux, ils ont fait le chiffre d'affaires attendu, c'est sûr et certain qu'ils vont revenir. T'as du récurrent fois 1000. C'est pas le voyageur de passage en Airbnb. Ça existe depuis quand ces pop-up stores? Ça existe depuis toujours, mec. Ça existe depuis toujours. Mais j'étais pas au courant. Des grosses marques, voilà. T'avais, pour parler, je sais pas si ça va le faire, mais avec une grosse marque de haute couture qui, c'est Balenciaga. Okay. Je sais même pas si le deal va se faire, mais on est en train de discuter avec eux parce que ils veulent mettre un showroom pour, je sais pas. En plus, franchement, je te dis la vérité et je suis totalement transparent avec toi. Je comprends rien au code de la mode. Je sais juste qu'il y a du fric et que les mecs, ils sont... Je sais juste s'il y a un lieu dans lequel... Je le dis en podcast, c'est peut-être pas cool ce que je dis, tu vois, mais s'il y a un secteur dans lequel il y a du fric, c'est la mode. Alors, je vais préciser, s'il y a un secteur dans lequel il y a du fric, dans le monde, c'est probablement à Paris, dans la mode. À Paris, dans la mode? Non. Tu crois que ça se fait partout? Ouais, je pense que il y a des budgets quand même. Je pense qu'il y a des budgets. Je pense que, typiquement... je pense qu'un créateur, tu lui dis que sa baguette elle coûte 5 €, il va l'acheter.
Il achète et pour lui c'est normal. Non, il y a vraiment parfois. Non, je dis pas que c'est forcément des pigeons ou quoi que ce soit, mais en fait, je pense que eux, ils font leurs calculs, ils ont tellement plus à gagner derrière, tu vois. Ah bah bien que, sûr. qu'au final. Non, mais après, c'est à Paris, je pense. Enfin, j'imagine que c'est quand même la capitale ouais, de ouais. la mode, Paris. Ouais, bah justement, en fait. Enfin, ça marcherait moins. Tu parlais de Tunis tout à l'heure, je suis pas certain. Ouais, non, Tunis, ça, je trouve. Ouais, non, bien sûr. Non, bien sûr, à Paris, bien sûr. Peut-être Londres. Londres, t'as des trucs à faire. New York, mais t'as quelques villes dans le monde, j'imagine. En fait, t'as plusieurs Fashion Week un peu partout dans le monde. Donc genre, toutes les semaines, t'as une Fashion Week dans le monde. Oui, mais la Fashion Week, c'est perpétuel en fait. C'est perpétuel, c'est un truc de fou. Bah, okay. T'as juste les dates de Fashion Week, t'as les pays. Et en fait, c'est vrai que la vraie Fashion Week, pour en avoir parlé avec tout le monde, c'est qu'en fait, il y a une concurrence entre les villes. Ouais. Mais que Paris, elle sort du lot, tu vois. Paris, elle sort du lot, tu vois. Les Géorgiens, ils vont qu'à Paris. Je leur ai dit, mais vous n'allez pas à New York, parce que je crois quelques semaines après, il y avait New York. Vous n'allez pas à New York? Bon, genre, il connaît vraiment rien à la mode. Ah, pour le coup, tu me verras, je te montrerai les vidéos de moi avec eux. Et c'est un métier, par contre, dans lequel tu peux faire énormément de réseaux, puisqu'en fait, j'avais fait une fois, j'avais préparé, donc, quand j'avais fait le pop-up, j'avais également préparé la soirée. Et en fait, malin. Et en fait, la soirée, c'est marrant, tu vois, on parle beaucoup de business et tout, mais eux, en fait, c'est exactement la même chose. Bon, ok, peut-être qu'ils se tapent, peut-être qu'ils se bourrent la gueule ou quoi que ce soit, mais en fait, t'as toujours des créateurs et ils parlaient que de business, les mecs. Ils parlaient que de business. En fait, c'est du networking pour les gens de la mode. Ouais, bien sûr. C'est incroyable. Et en fait, j'ai dit, mais attends, mais nous, on pense que c'est que des mecs qui se torturent la gueule, des drogués et tout, etc. Non, t'inquiète, ils sont hyper conscients. J'ai vu des partenariats qui se sont faits pendant les soirées. Donc toi, et tout. T'organises maintenant, le but, c'est d'organiser les soirées pour non, plus jamais, je m'occupe plus de la fashion. Non. C'était dur. Ah ouais? Tu veux du croustillant? Allez, vas-y, régale. Tu veux du croustillant? Non, en fait, charge mentale, et c'est pas du tout mon monde. Alors je dis pas que tout le monde est comme ça, attention, vraiment c'est mon expérience que je retrace. Donc j'avais trouvé le lieu pour faire la soirée, mais ils étaient super contents, la soirée se passe bien. Et au bout, je crois il est 1h du matin, et je vois qu'il y a une queue de ouf aux toilettes. Sachant qu'il y a 2 toilettes, on avait un en haut et un en bas. Je me dis tiens, c'est bizarre, je me suis dit tiens, les toilettes sont bouchées. Ils vont tous se faire vomir? Non, en fait, ils avaient tous, et en fait, je dis, mais attends, c'est quoi ce délire? En plus, tu sais, il n'y avait pas énormément de gens sur la piste de danse, tu sais, c'est bizarre, genre tout le monde a envie d'aller en même temps, je dis, attends, il y a des trucs dans les boissons ou quoi? Et en fait, non, ils allaient tous là-bas se shooter la gueule, ils shootaient tous la gueule dans les shots, et du coup, les mecs, ils restaient 10 minutes dans les shots, sauf que tu accumules 10 minutes, ben en fait, voilà. Et donc, du coup, en fait... Beaucoup de drogue? Ouais, beaucoup de drogue, et c'est vraiment pas... moi, en plus, moi, ma responsabilité, elle est à 100%, parce que moi, j'ai la responsabilité vis-à-vis du lieu que j'ai loué. Donc, c'est moi qui ramène le truc. Écoute, c'est marrant, tu ramènes des mecs qui s'enfarinent en eux. Tu vois, ça arrive directement sur moi, tu vois. Bien sûr. Et du coup, après, j'ai dit, ouais, non, en fait, c'est pas vraiment... c'est pas un truc, j'allais dire, tracé. J'ai tracé. Je suis pas tracé pour ça, non, et du coup, non, c'est un peu plus dur à gérer. Alors que tu vois, contrairement à contrario, lorsque je ramène des investisseurs en immobilier, en entrepreneuriat, et tous les lieux me disent, mais ramenez-moi tout le temps. Ah ouais? Incroyable, jamais d'embrouille, tout se passe super bien, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de... Ça se passe... En tout cas, moi, les événements que j'ai fait business, jamais eu un problème. Jamais eu un problème. Et là, t'as halluciné à ce moment-là. T'avais 10-15 personnes devant les toilettes qui attendaient, quoi. Ah ouais, non, ils attendaient tous. Et moi, mais tu sais, moi, je suis vraiment naïf, tu sais. Je me disais, mais attends, mais il y a un truc, tu sais. Limite, je m'inquiétais pour eux. Je fais, ça va. Et comment t'as capté? Tu leur as demandé? Il y a un mec qui est sorti, en fait. J'ai vu sa gueule. J'ai compris directement. Et d'ailleurs, on l'a sorti. Et il comprenait pas trop. Et voilà, quoi, c'est des trucs sur lesquels j'ai pas envie de sortir, parce que j'ai vraiment pas envie que moi, pour X ou Y raison, je sois associé à ça, tu vois. J'ai rien à faire avec ça, et ton réseau qui jamais se fasse impacter. Ouais, exactement, tu vois. Donc voilà, donc voilà, je veux quand même garder une éthique dans mais ça, c'était en septembre, du coup? C'était septembre de l'année dernière. T'avais déjà commencé à faire des événements? C'était là où j'avais eu le déclic par rapport au pop-up, en fait. Ah, ok. Ah bah oui, parce que t'avais fait la chasse. J'avais fait la chasse pour le pop-up, et j'avais trouvé le lieu, et j'avais organisé. Ouais, parce que le prix, tu t'attendais pas à ça, quoi.
Bah non, franchement, non, je m'attendais pas du tout à ça. Non, c'est vrai que 10 000 balles pour une semaine, c'est... 10 000 balles. Et c'était un des moins chers. Tu peux trouver des vraiment beaux lieux. En fait, t'as même des réseaux de pop-up, en fait. Je vais pas citer les autres marques parce que c'est des concurrents, mais t'as des réseaux où leur job, c'est faire que du pop-up. Ou des boutiques qui ont fermé. Parce que t'avais à l'époque, t'avais la grande époque du retail dans lequel t'allais en magasin acheter des vêtements. Maintenant, sauf que ça a été impacté, c'est plus la même aujourd'hui. Ouais. Et en fait, toutes les boutiques, mais ils avaient des emplacements intéressants, mais personne ne voulait y aller. Bah, du coup, ils sont devenus des pop-up. Donc là, tu peux aller à rue de Turenne, il y a énormément de pop-up, tu vois. Rue de Turenne. Donc en fait, t'as des rues où toutes les semaines, c'est des trucs différents. Ouais. Et là, tu vois, par contre, t'as vraiment des gens qui viennent visiter, t'as vraiment des gens qui viennent spécialement pour la Fashion Week et ils font le tour des créateurs. Ah, parce que t'as que des créateurs dans la rue toute la semaine de la Fashion Week. Quasiment que des créateurs. Que des créateurs. Que ça. Ok. Putain, c'est un business de ouf, ça, c'est marrant. Non, bah ouais, c'est des trucs que tu vois pas. C'est des business atypiques, j'ai l'impression, toi. Bah ouais, mais en fait, tu sais quoi, à chaque fois, je demande pas forcément Ouais, je suis un peu dans l'atypique. Enfin, j'aime bien, mais vraiment, ça tombe sur moi. J'ai pas... Là, pour le coup, la Fashion Week, si j'avais pas eu cette expérience avec... Ouais, tu aurais pas pensé. Je me serais jamais dit qu'il allait avoir ça, tu vois. Et voilà. On a fait le tour, on est allé visite, mais on est parti un peu dans tous les sens. Ouais, mais ça fait du bien aussi de temps en temps. Et est-ce que... J'ai 2 questions pour terminer. C'est quoi ta passion inavouable? Le catch. C'est vrai? J'adore le catch. C'est connerie, ça. Et que tu veux voir mon feed Instagram, il va y avoir que des vidéos de catch. Je suis complètement fata, tu sais, j'en ai honte. Ouais, mais alors, attends, c'est marrant, t'aimes bien le catch, mais tu sais que c'est du cinéma, du coup, je et sais que ça c'est te du dérange cinéma, pas. mais en fait, je me prends tous les scénarios possibles et imaginables. Alors, quand j'étais petit, je pensais que c'était réel, et je trouvais ça chaud. Ouais. Après, bon, mais tu sais quoi, c'est un peu comme le Père Noël, t'oses pas croire que t'oses pas le croire, tu fais non, c'est pas possible. Oh non, mais regarde, il a mal, je te jure. Et là, c'est de la comédie, ils sont de la 3e corde. Ouais, et du coup... pas l'UFC, mais le catch. Le catch, mec, l'UFC, non, je peux pas... Ouais, le catch. Mais en fait, le catch, en fait, c'est ça que j'ai compris, c'est là où les Américains, ils sont forts. C'est qu'en fait, c'est du théâtre. Ouais. C'est du théâtre sous fond de sport de combat, en fait. Ouais. Et ça, je trouve ça trop chaud, tu sais. Ouais. Mais mec, tu vois les spectacles de catch. C'est-à-dire, t'as le plus gros show du monde qui s'appelle WrestleMania. Mec, c'est incroyable. Mais il y a trop de fans de catch dans le monde, tu vois. Genre, là, tu vois sur le... Enfin, je sais pas, je t'invite, je te montrerai après. Mais c'est un truc de fou. Et ils sont passés dernièrement, toutes les plus grosses stars sont allées à Lyon. Ah bon? Et je voulais me prendre une place, tu vois, mais en secret, bien sûr, fallait que personne le sache. Pourquoi tu vas à Lyon? Ouais, j'ai un rendez-vous pro. J'ai un rendez-vous pro. Et mec, il y avait pas les dernières places étaient à 600 balles, tu vois. Et c'était pas les bien placés, c'est 600 balles. C'était un des plus gros shows, ils avaient fait un pay-per-view là-bas. Et donc, ouais. Pourquoi ils sont pas venus à Paris? Hein? Pourquoi ils sont pas venus à Paris? Bah, je sais pas, c'était à Lyon. Et c'était vraiment la première fois que vraiment t'as des rosters différents. Bon, je vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, si tu veux, t'avais vraiment toutes les stars qui étaient parties là-bas pour faire un show spécialement en France. Et c'était à Lyon. Et du coup... Mais du coup, ça fonctionne comment c'est quoi? En fait, c'est des acteurs qui sont rémunérés? En fait, ouais, mais en fait, c'est... oui, c'est des acteurs rémunérés, mais très bien rémunérés même. Ah ouais? Même très très bien rémunérés, parce qu'en plus, derrière, ça leur... Généralement, ils font du cinéma à côté, tous, tu vois. Ouais, bien sûr. The Rock, que tu connais peut-être. Ah, c'est un catcheur de base? Ben, The Rock, c'est un catcheur. D'accord. The Rock, c'est un catcheur. Et ouais, c'était une star du catch. Et maintenant, c'est devenu l'acteur Hollywood le mieux payé. Et maintenant, il a même des parts dans la. Mais c'est un business. Genre, tu vas pleurer. Tu vas dire, attends, pour du cinéma. Mais en fait, les gens, ils se mangent pas le cinéma. Enfin, moi, je me mange les scénarios, en fait. C'est la vie, en fait. T'as des trahisons, t'as des nouvelles alliances, t'as des ah oui, parce qu'en fait, c'est des acteurs et ils reviennent souvent. Mais en fait, t'as une storyline. En fait, c'est une série, en fait. C'est une série. T'as une storyline. Donc ça veut dire que tous les soirs, tu regardes ton combat de catch? Alors, je suis beaucoup moins, mais jusqu'à 2000, il y a 10 ans, je suivais genre tous les shows, j'allais je téléchargeais sur Emule, je piratais les trucs, je regardais. Tous les shows, ça veut dire s'il y en avait beaucoup? Je suis vraiment en fait, t'as 2 grosses émissions. Ouais. En fait, t'as tellement de catch t'as tellement de stars dans le catch que en fait, t'as 2 émissions, t'as Raw et t'as SmackDown. Ouais. Et en fait, c'est le show rouge et le show bleu, donc c'est soit le lundi, soit le jeudi ou le vendredi. Ouais. Donc chaque semaine, en fait, t'as 2 shows.
T'as un épisode chaque semaine, en fait. Ok. Et après, t'as les gros événements. Mais c'est long, un épisode. Un épisode, ça dure 1h30. Ok. Ça dure 1h30. Et en fait, dans l'épisode, t'as plusieurs storylines, en fait. T'as plusieurs histoires. Et tu ok. regardes le truc. Bon, t'as le combat. Le combat, c'est cool, mais ouais, tu te manges beaucoup plus les storylines et les histoires. Et là, ce temps-ci, je me suis remis un peu. Je regarde les histoires qu'il y a. Bon, bref. Je peux en parler des heures, mais là, j'en ai un peu honte, là. Donc là, t'es un peu rentré Mec, trop. c'est trop bien, c'est incroyable. C'est la première fois qu'on me sort ça, catch. Ouais, je suis fan Pour de le catch. coup, alors, pas être déceptif, mais moi, j'adorais le catch jusqu'au jour où, comme toi avec le Père Noël, j'ai compris que c'était pas vrai, en fait. Ouais. Et ça, j'avoue que moi, ça m'a. Je sais pas s'il y a un peu deux mondes dans le catch, mais j'avais jamais compris par contre qu'il y avait une Mais storyline. moi, en fait, c'est ça, c'est que moi, je me mangeais pas les combats, je me mangeais les histoires. Ouais. Et du coup, moi, j'ai basculé à l'UFC par contre. Ah ouais. Non, l'UFC, y a pas trop. Ouais, l'UFC, c'est cool. Je peux. C'est violent l'UFC, mais c'est. Ouais. Je suis pas vraiment le sport de combat référence, c'est le catch pour moi. Tu sais, je vais faire. Tu vas dire, c'est qui ce mec que t'invites? Il est fou. Mais non, mais c'est trop bien en vrai d'être passionné. Non, t'as des trucs et vraiment, moi, je me mange les histoires. J'adore regarder ça et ouais, c'est vrai que j'en parle pas spécialement. Je pense que c'est la première fois de ma vie que j'en parle à quelqu'un. Ouais, ça me fait plaisir. Ouais, franchement, vraiment, c'est la première fois de ma vie que j'en parle. Et non, voilà, c'est un peu le secret inavoué. Mais tu sais quoi, alors, parce que c'est pas une émission de catch là, c'est pas un truc de catch. Mais tu sais quoi, il y a énormément de leçons de vie dans le catch. Les gens non, mais énormément de leçons de vie, tu vois. T'as toujours l'acteur, tu sais, qui est fort mais il réussit à rien parce qu'il y a toujours un truc mais il lâche pas et au final il arrive à être champion. Ouais. Tu vois, je me mange énormément les scénarios, ça, ou bien le mec il se pense trop fort et puis finalement il se fait trahir par un pote et puis finalement il baise un coup. En fait, t'as énormément de scénarios que t'as dans la vie qui sont dans le catch, tu vois. Ouais, bien sûr. Non, mais en fait, c'est une série télé, mais. C'est une série télé, c'est du sport de combat en mode théâtre, mais ouais, mais sauf que ça fait. Et c'est le plus gros business. C'est vieux le catch? Ouais, ça a commencé années 70, je crois. Les premiers, c'était Hulk Hogan, que c'est le mec avec la grosse moustache. Moustache, exactement. Ok. Mais ouais, non, j'ai toujours. Moi, t'en avais. Comment il s'appelait en 2010 quand je suivais le catch? John Cena, t'as John Cena, John Cena qui est connu, t'as The Rock, t'as Randy Orton. Randy Orton. Ouais, j'avais des cartes à l'époque, t'avais pas des trucs que tu collais ou je sais pas. Non, j'ai jamais, par contre, j'ai jamais eu vraiment de trucs. J'avais peut-être une figurine ou deux. Mais non, oui, il est connu celui avec la grande moustache là. Ouais, Hulk Hogan c'est la plus grande. Enfin, c'est lui qui a un peu révolutionné. Et d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, c'est que oui, comme tu dis, maintenant ça fait sens. C'est que les catcheurs c'est des acteurs et donc quand ils sont bons acteurs, on peut aussi les basculer dans le cinéma en fait. Ah ouais, non, mais ils sont tous à côté du cinéma. Et d'ailleurs, dernière chose, tu peux regarder sur Netflix. T'as une série qui parle de Vince McMahon. Vince McMahon, en fait, c'est le grand patron de c'est l'équivalent de Dana White à l'UFC, quoi. De Dana White. Bon, maintenant, il l'a revendu. Il a revendu, mais le mec est multimilliardaire. Ouais. Multimilliardaire. C'est un business fou. Et en fait, ils nous ont montré comment. Bah, tu vois, parce que le mec, il avait quand même des méthodes pas faciles, tu vois, mais comment il gérait son business. Mais en fait, c'est là où ils sont très forts, les Américains, c'est qu'ils arrivent à te créer des gros business, toi qui es dans l'événementiel, là c'est plutôt le divertissement, mais ça reste de l'événementiel de quelque part, mais ils arrivent à te créer des compagnies mais extraordinaires. Le catch, l'UFC avec Dana White, et là tu me dis que à chaque fois c'est représenté par une personnalité qui amène ça, etc. C'est fou le business qu'ils arrivent à créer derrière ça. Hein. Ah ouais, non, bien sûr. Ah, mais d'ailleurs, tu sais qu'il y a peut-être quelqu'un que tu connais qui est devenu une superstar du catch aujourd'hui, là, c'est Logan Paul. Ah ouais? Mais Logan Paul, il fait du catch aujourd'hui. Ah bon? Il est vraiment fort en plus. Ah ouais? Mais Logan Paul, c'est un catcheur aujourd'hui. D'accord. En fait, il veut pas se mettre à l'UFC aussi? Il fait pas un combat où il fait un non, t'avais son frère. T'as son frère qui voulait faire un match contre. Ah, Jake Paul contre c'est Jake Mike Paul. Tyson. Mais t'as Logan Paul, son frère, qui est lui devenu star du catch. D'accord. Et là, c'est un catcheur aujourd'hui, Logan Paul. Mais en fait, il fait tous ses placements de produits, il fait tous ses trucs. Mais mec, c'est un business genre c'est fou. Franchement, je te montrerai. T'en as déjà fait toi ou pas? T'as des compagnies en France qui... Non, ouais, t'as des trucs ouais, tu dois avoir ça, bien sûr, ça reste une passion. Et puis, par contre, ce qui est vrai, c'est que les fans de catch, ils sont vraiment très... Tu sais, ça reste de la comédie, mais parfois, les mecs sont prêts à se fighter pour ça, tu vois. Bon, ça, donc voilà. C'était un épisode spécial Catch Attack.
Tu voulais de la typique là Ah là, tu m'as régalé là. Ça correspond à ta personnalité, t'as été sincère. T'en as une autre à nous donner ou pas? Une autre passion inavouable. Une autre passion inavouable. Attends, je pense qu'on a un truc vraiment dossier parce que je peux pas. Si je trouve un. Maintenant que j'ai dit du catch, il faut que je te mette un équivalent, tu vois. Sinon, c'est pas drôle. Mais genre, quand tu dis personne le sait pendant que tu cherches. Mais personne ne jamais. Parce que j'ai l'occasion d'en parler à personne de ça. Parce que je sais que je suis seul à kiffer ça, tu vois. Sauf Comment tu sais que t'es seul? Parce que ce sont les autres qui sont dans la même situation. Personne ne parle de catch en France. C'est même pas un sujet que je peux aborder, tu vois. C'est. Non. Il y a qui? En gros, il y a ta meuf, ta mère et c'est tout qui sont. Non, ma meuf, elle le sait, tu sais. Elle savait. C'est genre, c'est la réaction. Tu vois, non, il n'y a pas. Ma mère s'en fout. Sinon, en autre passion inavouable, qu'est-ce que je peux te donner? Un truc croustillant quand même. Ah ouais, putain, il me faut un truc croustillant. Parce que sinon, je peux te dire un truc. Bon, ouais, je peux te dire un truc. Mais là, j'aime bien les échecs. J'ai toujours aimé les échecs. Mais tu sais, c'est pas. Ouais, ça va. Ça va, tu vois, c'est pas non bon, plus. On peut rester sur le catch. Hein, franchement, le catch, il a tout fait là. Je peux pas, mais carrément, de tous les. C'est la régalade. Non, mais en fait, je pensais au réel qu'on allait faire post-production et je me suis dit, vu que tu nous parles du catch, avec un peu de chance, tu peux nous sortir une autre masterclass et du coup, on aura de quoi produire. Ah, faudrait que tu me dis si on peut ou pas faire un. Ça te dérange pas qu'on fasse un réel sur le catch qui puisse être. Au contraire, moi, ça me fait galérer, moi, j'ai pas de soucis. Je suis même méga chaud pour ça. Franchement. Tu sais quoi, moi, je m'en fous. Tu sais quoi, j'ai décidé de m'assumer. Tu sais quoi, c'est avec le truc, c'est avec le temps, tu sais. C'est cool, ouais, on veut toujours. Tu sais, c'est cool, mais on en parlait, tu vois. On veut toujours rentrer dans des cases et tout. On a du mal à s'affirmer dans la vie. Moi, j'ai décidé de m'affirmer. En plus, c'est même pas des trucs méchants, tu sais. Non. Et des trucs sur lesquels je veux pas débattre, type religion, politique et tout, parce que là, tu rentres un peu trop dans l'intime des gens et ça, j'ai pas envie, tu vois. Par contre, je suis méga à l'écoute, hein, mais là, c'est une passion, c'est autre chose. Là, c'est une passion, c'est un truc que. C'est comme si tu disais, je regarde les Feux de l'amour. Ouais. Voilà, là, c'était bien pique. Oh le bâtard, putain. T'as fait par hasard ou tu t'es dit ouais? Non, c'était la première série qui est venue dans ma tête en mode qu'est-ce qui passe tous les soirs à la télé? Pourquoi tu regardes les Feux d'amour? Non, j'ai regardé Amour, Gloire et Beauté pendant. J'ai dû regarder 3 saisons. T'as connu Amour, Gloire et Beauté? Non, je connais pas. Mais je connais deux noms. Amour, Gloire et Beauté, c'est le télérival de Les Feux de l'amour sur France 2. Ouais. Ok. Et j'ai pas tout tapé parce que pareil, ça continue. Mais pendant 3 saisons, le John Boy, je me dis, il est chaud quand même. Putain, il est vraiment fort, lui, et c'est un mec. C'est ce que je regardais, moi, c'était Walker Texas Rancher. Ça, c'était. Lui, c'est la base, hein. C'est la base, Walker. Non, t'avais vraiment des émissions de merde. T'avais quoi Ah ouais, je kiffais le Big Deal. Je kiffais Vincent Lagaffe. J'étais fan de Vincent Lagaffe. C'était quoi? C'était avant le juste prix, ça? Oui, bien avant. Big Deal, c'était, tu sais, il était avec un extraterrestre. T'as pas connu le Big Deal? Ouais, moi, en gros, j'ai été bien fan de Vincent Lagaffe. C'était pour lui, c'était mon gars de ouf. Ouais, Vincent Lagaffe, je kiffais de ouf. D'ailleurs, Vincent, si tu nous écoutes, franchement, c'est quoi? Franchement, je sais pas, il me faisait trop rire. Rire quand j'étais jeune. Ouais, après, une autre passion. Allez, je vais te dire un truc. Alors, je sais pas si tu pourras le mettre en réel, par contre, celui-là. Mais... Je suis fan d'humour noir. Ok. J'adore l'humour noir. Dieudonné, ça va. Ouais, ça va. Il y a quelques passages, il est assez chaud quand même, on va pas se mentir. Il se débrouille bien. Mais j'adore un peu. Alors, Michael Ferrari, surtout. Michael Ferrari, je le trouve très très fort. Franchement, je le trouve très très fort, Michael Ferrari. Je trouve que. Au-delà de ça, je trouve que c'est. Voilà. J'aime beaucoup Michael Ferrari. Attends, quand tu dis Michael Ferrari, c'est Jérémy Ferrari que tu veux dire, non? Parce que Michael Ferrari, c'est un formateur IMO. Ah ouais, c'est Jérémy Ferrari, l'humoriste. Jérémy Ferrari. J'adore Michael, les gars. Et Mika, je t'adore aussi. C'est Jérémy Ferrari, je suis n'importe quoi. Tu voulais l'inviter au Portugal, c'est pour ça. Tu sais, tu m'avais demandé de te faire une intro. Ah oui, je t'aime bien, ok. Putain, mais c'est vrai. Putain, j'ai confondu, ouais. C'est Jérémy Ferrari, j'adore. Ouais, c'est sympa. J'adore. Il est pas mal. Ouais, j'adore. Puis lui, pour le coup, en plus, dans la continuité de ce qu'on vient de dire, il s'assume complètement. Ouais. Il a dit qu'il était alcoolique, etc. pendant un certain nombre d'années. T'as dit vraiment tout ce qu'il pense. Exactement. Et t'as Fabrice Eboué, j'adore. Ouais. Fabrice Eboué.
Ouais, donc ça j'aime bien un peu l'humour. Alors j'aime bien l'humour noir, j'aime bien un peu l'humour misogyne, raciste, de temps en temps. Bon gros beauf, voilà, bon gros beauf, la beaufrie, voilà. Mais Avec voilà. Beau, il est marrant. Hein. Voilà, je le tue Avec une ouvertement. femme enceinte, un homme enceint. Si demain, dans le métro, un homme enceint me demande si je... Ouais, tu vois. il est marrant. Moi, je pense que c'est juste. Enfin, tu vois, je pense réellement qu'on peut rire de tout. Je pense réellement qu'on peut rire de tout. Tu vois, tu vas me faire une blague sur un rebeu elle est drôle. Franchement, tu sais quoi, je vais rire, tu vois. Tant que tu sens que c'est de l'humour, tu vois. Ouais, bien sûr. Ah, t'en as, tu vois. Mais je pensais que c'est vrai qu'on est dans une époque où, ouais, tout le monde. Puis il faut chaud, faut être tendre avec tout. Moi, je pense que si. C'est le mec, son job, c'est de faire rire. Attends, si. Ouais, bien sûr. Il a un public pour ça. Ouais, bien sûr. Voilà, après, quand ça devient trop border, quand ça devient. Tu vois, quand Dieudonné, ça devient trop politique à un moment, tu vois. J'ai un peu du mal, tu vois. Là, c'est trop rentré dans. Ouais. Même lui, je pense que ça l'a dépassé, en fait. Ouais, mais tu sais, c'est trop politique. Quand je vois, il faisait des lives pour les gilets jaunes, des trucs, etc. Je comprends, mais tu vois, est-ce que c'est vraiment ça ton job, tu vois. T'es humoriste, t'es un très bon humoriste. Pourquoi tu rentres dans des bourbiers comme ça, tu vois. Là, c'est un peu trop, mais à part niveau talent, en tout cas, il était très très fort. Ouais. Est-ce qu'il y a une question pour terminer que je t'ai pas posée, un sujet qu'on n'a pas abordé et qui est important pour toi d'aborder On peut aborder ce que t'as vécu, la partie maladie, hein, ça peut être la partie maladie, ça peut être, on peut conclure là-dessus. T'en as parlé brièvement tout à l'heure. Je crois que t'as fait un podcast là-dessus, mais je l'ai pas écouté. Ouais. Je vais faire assez bref. Hein. En 2018, juste avant la naissance de ma fille, j'apprends que j'ai un cancer du sang. Et en fait, c'est quoi, c'est une leucémie, c'est ça? Un lymphome de Hodgkin plus précisément. Donc c'est les cellules lymphatiques qui pètent un câble, ça fait du mauvais globule blanc, bref. Et en fait, j'en parle dans l'épisode. Donc en gros, ça m'arrive, mais tu vois, je suis quand même super confiant. J'arrive quand même à développer une force mentale incroyable, puisque tu vois, je change pas mon quotidien, malgré le fait que je suis en chimio, malgré le fait qu'il y ait beaucoup de choses. Et au final, je guéris, tu vois. Et en fait, ça m'a fait réaliser pas mal de choses sur qui je suis et sur l'environnement. Il y avait une probabilité importante que tu puisses pas guérir. J'étais au stade 4, bon, j'étais assez confiant. Bon, l'avantage, ce que je disais dans le podcast, le premier avantage, c'est que j'étais quand même fier d'être français, parce que à ce moment-là, tu sais pourquoi tu payes ta sécu, tu sais pourquoi tu payes tes impôts. Ouais. On a été bien soignés, j'étais à l'hôpital Saint-Louis, c'est des spécialistes dans ce domaine, tu vois. Ouais. Et pour avoir vécu à l'étranger, parce que j'ai vécu à l'étranger, j'ai vécu en Australie et au Brésil, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais en fait on a de la chance quand même, tu vois. J'ai de la chance d'être né français, d'avoir eu des soins appropriés, voilà. Alors que quand je tombais en malade en Australie, je suis parti aux urgences une fois pour une connerie, j'ai payé $1000, tu vois. Ah ouais? Non, juste les urgences, hein, donc c'est un peu le système à l'américaine en fait, si tu veux. Okay. T'as payé $1000? Ouais, $1000 pour tous les soins. Mais bien sûr, c'est un business, tu vois. C'est comme aux États-Unis, il faut te garder plus longtemps. Ouais, bon, on va te faire une échographie en plus, on va te mettre plein de trucs. Et au final, alors mon pote, il est tombé malade à Las Vegas. Il est resté 3 jours à l'hôpital. $14 000. Hein? $14 000. $14 000. C'est énorme. C'est énorme. Et parce qu'il n'était pas citoyen américain. Non, lui était français, et puis heureusement qu'il y a il y avait quelqu'un qui travaillait dans les assurances dans sa famille, il a réussi à s'en sortir au final, mais tu vois. Et donc là, je me suis dit, putain, quand même, c'est cool d'être en France. Ouais, parce que ça t'aurait coûté une fortune dans un autre pays. Ouais, bien sûr. Ou bien t'aurais juste pas eu les soins, en fait. Tu sais, tu vas au Brésil, est-ce qu'ils sont forcément... Voilà. Et en fait, ça m'a aussi fait bien gamberger, tu vois, sur ce que je voulais faire, comme te dire que la vie, en fait, elle est courte, que en fait, j'ai juste envie de profiter et que l'instant présent, c'est ce qui compte le plus. T'as parlé tout à l'heure, t'as dit stade 4. C'est quoi, il y a stade combien 5, de stades? Stade 5, tu meurs. Stade 5, t'es mort. Ah ouais? Ouais, je l'ai appris vraiment la dernière seconde. En fait, j'étais infecté de partout, je le savais pas. Et je l'ai appris 5 jours avant la naissance de ma fille, donc c'était chaud. Après, ça va, l'hôpital était réactif en face. Ça a duré combien de temps? La chimio, 6 mois.
6 mois de Ah, chimio, ouais. Ça te dégomme bien? Enfin, genre, t'es KO T'avais peur de même bien KO. Ouais. En fait, t'avais des périodes où t'étais bien KO et en fait, le vrai truc, et c'est ce que j'ai appris, tu vois, en étant petit, c'est que, en fait, quand ça va pas, faut pas que je reste chez moi. Et tu vois, ça, à Paris, je fais vite. Ouais, faut que je sorte, faut que je sois dehors. Si je suis chez moi, franchement, si j'étais resté chez moi pendant tout le chimio, je pense que je serais mort. Et ça veut dire que t'as eu la chimio pendant ta fille avait 2 mois. Ouais, bien sûr. Ouais. J'étais en chimio, j'allais en truc, j'allais en... Putain, pour ta femme, ça devait pas être facile. Hein. Bah, c'est surtout ça. Mais justement, c'était aussi pour ça que je devais devenir fort, que je devais rester fort. Parce qu'en fait, si elle était au plus bas, donc si elle est au plus bas, il faut quand même quelqu'un, il faut un capitaine de navire, tu vois, et ça m'a fait beaucoup prendre de responsabilités. Donc en vrai, tu vois, l'épisode est pas cool. Toi aussi, tu dois avoir des moments pas très cool. Mais en fait, au final, quand je regarde dans le miroir, je me dis, ouais, quand même, tu peux être fier de toi, t'as été un bonhomme, t'as fait ce qu'il fallait faire. Et t'as été surtout super positif. Et en fait, c'est ce que je veux garder aujourd'hui dans ma vie perso, dans mes business. Je veux vraiment faire des trucs qui m'épanouissent. Je veux plus travailler. Tu sais, c'est bête, tu vois, mais on m'a parlé d'un truc dernièrement. Tu sais, je sais pas, ça peut être vu comme un manque d'ambition, tu vois, mais on m'a dit, ouais, mais tu sais, tes événements, si tu les gères pas, que tu fais une application, que etc., là, tu peux scaler et tout, etc. Mais attendez, les mecs, tranquille, j'ai pas envie de scaler. Là, là sur le terrain, aujourd'hui, je kiffe. Si demain, je veux plus être sur le terrain. Mais tu vois, en fait, je suis pas rentré dans ça pour faire de l'argent. Je suis rentré pour être épanoui. Et j'estime que si je suis épanoui, je vais faire du fric. Voilà. Et c'est que comme ça que je vais réussir. Mais ouais, il y a des projets, on m'a proposé des projets d'application, des trucs. C'est pas trop mon truc. Après, voilà, ça peut être vu comme un manque d'ambition par certains, comme bien pour d'autres. Moi, en tout cas, c'est ma manière de voir les choses. Et moi, je pense que, en fait, tant que t'es aligné avec ce que tu fais, ça va. C'est ça le sujet. C'est si tu fais un truc et que ça te convient pas, là, t'es dans une situation où tu dis constamment ça va pas, ça me va pas, nanana. Mais par contre, tu mets pas les choses en place pour aller vers. Là, c'est soit un manque d'ambition, soit c'est un manque de cohérence, etc. Mais si toi, tu te dis, mais en fait, moi, ce que je veux, c'est ça, et tu fais ça. Ouais, non, bien sûr. Moi je veux que ça soit cohérent. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont montés, là, ces dernières années, qui ont bien monté. J'en ai vu un encore ce matin. Pour le coup, sur un réel, c'est un copain. Et qui disait tu vois, ils sont montés, je crois, à 50 collaborateurs. Et aujourd'hui, ils sont retournés à 2. Et ça leur va très bien. Ah, bien sûr. Et c'est pas un manque d'ambition, c'est que simplement, ils ont testé un truc et en fait, ce qu'on leur avait vendu, ça ne correspond pas. C'est un peu comme quand tu fais une école de commerce et que tu vas faire de l'audit derrière parce que c'est ce qu'on t'a vendu et que c'était bien. Et en fait, tu te rends compte que l'audit, ça te plaît pas. Je pense que c'est pareil. Et donc, non. Mais t'avais aussi beaucoup l'aspect que j'ai aujourd'hui, c'est un peu la finalité, c'est... tu vois, dans ton podcast, t'as invité des très très gros chefs d'entreprise, des mecs qui font vraiment des trucs de fou. Mais pour autant, t'as voulu m'inviter, je suis pas forcément l'entrepreneur de l'année ou quoi qu'est-ce, tu vois. Mais en fait, et c'est ce que je veux au final, c'est que je vais être sollicité pour ce que je suis et pas vraiment pour ce que je fais, tu vois. Et c'est ça, en fait, que je recherche, moi, enfin, tu vois, au fond. Tu vois, Mais c'est un peu comme moi, tu sais, quand j'invite quelqu'un, je l'invite... alors oui, il y a l'aspect notoriété, etc., mais je l'invite parce que je l'aime bien. Hein. Ouais, non, bien sûr, non. Mais je veux dire que je complexe à l'époque où j'aurais pu complexer, je t'aurais dit, non, Amaury, je peux pas, attends, tu me fais passer après un mec qui a 60 millions. Il y avait Thierry Vignal à ta place hier. Bah, tu vois, après Thierry Vignal, je suis pas. Moi, je suis pas à ce niveau-là d'entrepreneuriat, c'est ce que je veux dire. Mais pour autant, en fait, j'ai plus de complexe. J'ai plus de complexe aujourd'hui. Et je pense qu'il faut pas en avoir parce que moi, si je t'ai proposé, c'est parce que je t'aime bien. Et parce que. Non, mais c'est vrai, il y a des gens avec qui tu matches bien. Et du coup, je me suis dit, en vrai, il est cool. J'aime bien ce que tu fais. Et donc voilà, je me suis dit, tiens, je peux lui proposer. En plus, ça nous permettait, je vais pas honte de le dire, de faire un podcast croisé aussi. Donc moi, mis bout à bout, si je t'ai proposé de venir, c'est que ça m'intéressait que tu viennes. Il est mignon. En plus, c'est intéressant parce que le pop-up store, là, c'est marrant. Pop-up store, catch, tu vas mettre ça en vrai. Pop-up store, catch, cancer. Oh là, mec, c'est bon. Ce que je te souhaite un jour, c'est que tu reçoives une équipe de catch dans ton pop-up store. Ouais. Alors, je suis moins fan de catch français. Tu sais, en France, je regarde pas trop de catch. Un catch américain. Ouais. Tu sais ce que je te souhaite ? Qu'un jour, j'espère que je me trompe pas et que j'ai bien compris ce que tu voulais, mais que tu organises un événement
de catch sur Paris qui fait que tu puisses remplir tes pop-up stores par les stars qui viennent signer des autographes, comme t'as les rappeurs demain, dans tes pop-up stores. Et là, la boucle sera bouclée. Eh ben écoute, défi. Et là, je te réinvite et on en parle. Ça roule. Bon, merci Eddie en tout cas. Ouais, je t'en prie, c'était un réel plaisir et puis à très vite. À bientôt. Salut. Ciao.